Donc les amis, effectivement, l'Edelweiss, c'est une fleur des montagnes. Ça me rappelle du coup effectivement la discussion qu'on a vue. Différente de l'Edenweiss, effectivement. Ça se ressemble énormément, mais non, c'est l'Edelweiss. Voilà, ça doit avoir une signification, puisqu'en fait, je vais vous la raconter, ça a bien une signification. Vous savez que Tolkien était un très grand linguiste, en tout cas, il adorait les langues. C'est pas que c'était un très grand linguiste, il était pas un très grand linguiste, mais c'était quelqu'un qui adorait les langues. Et en fait, c'est devenu un très grand linguiste de la manière où, certes, il les a étudiés, mais surtout il en a créé, de toutes pièces qui sont, extrêmement travaillées, qui, en fait, une langue se crée et elle ne peut pas se créer comme ça, il faut qu'il l'intègre. Donc ça, on en parle à chaque fois, mais en gros, il faut que ce soit intégré dans une histoire, il faut qu'elle ait une histoire, une langue, sinon elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de sens. Et c'est ce qu'a fait Tolkien, c'est pour ça qu'il a créé à la base le monde que l'on connaît aujourd'hui. C'était vraiment pour, mettre, en exergue ces langues qu'il avait créées. On va passer cette musique parce que ça va pas avec le je cherche une musique un peu calme, comme celle-là par exemple. C'est la musique de l'autre rose pour ça, hein. Des fois quand je parlerai d'un truc un peu plus, ouais, quand il y a des batailles et tout, forcément ça peut être bien d'avoir la musique, mais là on n'y était pas, on n'y était pas. Et donc aujourd'hui, vous savez, donc sur Lord of the Rings Online, vous savez que je fais des petites vulgarisations à chaque fois sur les nouveaux lieux dans lesquels on va. La dernière du coup qu'on avait faite en date était la Lothlorienne. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on était en Lothlorienne. J'avais fait sur, la Moria également, sur les nains, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait sur le Balrog, sur les nains, sur la Moria. J'ai fait vraiment sur du général. Donc là, effectivement, on va parler, j'en ai fait sur la Forêt Noire aussi également, excusez-moi, je l'avais oublié. C'est le dernier que j'ai fait c'est sur la Forêt Noire. Et donc là, on fait les Nedveis et le Pays de Dain. Pourquoi les 2 en même temps? Sinon ce serait beaucoup trop court, parce qu'en fait, il y a pas grand chose en fait à en dire. Tolkien n'a pas non plus mis d'énormes descriptions sur ces endroits-là. C'était pas les sujets, de ses écritures. Mais avec des brides par-ci par-là, on peut effectivement réexpliquer un peu ce qui s'est passé et qu'est-ce que c'est que cet endroit très peu connu et pourquoi il est assez peu connu, assez peu raconté. Voilà. Donc je ne sais pas si hop, excusez-moi, parce que justement, je vais aller chercher une vidéo YouTube pour vous. Je ne sais pas si vous avez une ref, vous, sur les hommes du pays dedans. Est-ce que ça vous dit quelque chose que vous les avez déjà vus quelque part? Normalement, si vous avez vu les films, effectivement, on les voit une fois. Et c'est un truc de fou, je me fais full agresser par des spams aujourd'hui. C'est casse-toi, casse-toi, je me mets en silencieux. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez déjà été confronté, est-ce que vous vous rappelez de quand est-ce qu'on voit les hommes du pays de Dain? Oh là, j'ai perdu mon écran. Est-ce que je vais réussir à trouver la vidéo? Tiens, est-ce qu'on les voit? Ah voilà, j'ai la vidéo. Bon, enfin, c'est pas celle-là que je voulais à la base, je crois, mais l'idée est là. Pendant la bataille de Pelennor. Alors non, là, ils seront déjà défaits à ce moment-là. On les voit bien plus tôt. Parce que d'ailleurs, je sais pas si tu as pu remarquer tout à l'heure, tu étais là en plus quand il y avait quand on avait le conseil. Ils sont en tout cas dans Le Seigneur des Anneaux, on les voit parce qu'ils sont liés à un personnage important, un méchant important, mais qui n'est pas Sauron effectivement, qui n'est pas Sauron, si je puis dire, plus parfaitement, mais bien à Saruman. Et donc en fait, on va les voir dans le film. Mais c'est ça qui est assez marrant, avant qu'on commence, c'est ça qui est assez marrant, c'est que avec le film de Peter Jackson, c'est il a décidé d'effectivement parler des hommes du pays de Dain, d'une certaine manière, pour dire: «Ouais, ils sont là». Des choses qui auraient pu complètement être éclipsées parce que franchement, ils sont assez anecdotiques. Ça roule man, exactement. Assez anecdotiques par exemple, face à d'autres trucs qui ont été éclipsés comme Tom Bombadil, par exemple. Mais ils sont là. Mais en même temps, ils sont pas là jusqu'au bout. Ils sont là au début pour dire: «Regardez, ils sont là» et voilà, basta, on arrête là. Mais regardez, je vais vous montrer, oh my god, cette vidéo.
C'est un petit extrait, on sera pas cut pour ça, je pense pas. J'espère juste qu'il faut que vous ayez la musique de Chrome. Je vais couper la musique 2 secondes et je vais mettre moins fort par contre, parce que c'était très, très fort. Cette scène-là notamment. Nous nous battrons pour vous. Faites-en le serment. Donc c'est à ce moment-là qu'on a vraiment le serment de les hommes du pays de Dain qui Nous mourrons voilà. pour Saruman. Et ça, c'est vraiment une scène qui est donc dans le film, bien sûr. Il y a aussi une autre scène, mais là, je l'ai pas trouvée celle-là, où effectivement, on les voit au tout début dire Saruman qui parle vous savez, à une petite horde d'hommes comme ça. Alors, faut savoir d'ailleurs que, on va en reparler, mais dans le film, ils sont extrêmement visualisés comme des hommes du Moyen Âge extrêmement crasseux, extrêmement, vous voyez, c'est voilà, c'est les hommes barbares du pays de Dain, quoi. C'est des méchants, point barre. Comment on fait pour faire dire qu'ils sont méchants sans trop, développer le background? Bref, c'est des petits barbares, voilà, c'est des païens là, niquez-vous, on fait comme ça, c'est très bien. Donc ça va plus loin que ça, évidemment, ça va plus loin que ça, puisqu'effectivement il y a toute une scène, enfin, il y a même une autre scène où effectivement il les prend à partie, il leur dit des gros mensonges, quoi. Mais non, il y a vraiment un background derrière. Bon, on va se lancer parce que sinon je suis en train de parler je tourne en rond et ça sert à rien. On va en reparler de toute manière. Donc effectivement, c'est la seule fois, je pense, si vous n'avez pas lu les livres, que vous avez pu voir les hommes du pays de Dain qui sont assez mal représentés, les hommes du pays de Dain. Mais en fait, pourquoi je vous parle des hommes du pays de Dain? Parce que ce sont les Dunéens dont on va parler, mais c'est surtout parce qu'en fait, l'Enedweis, c'est une région qui vit uniquement par ce peuple-là. Je vais d'abord vous décrire un peu l'Enedweis, pourquoi ça s'appelle l'Enedweis, et ensuite on parlera du pays de Dain, parce que c'est en 2 temps. On est parti? Vous êtes chaud? Cramponnez-vous, on part sur une histoire en terre du milieu. C'est parti. Donc, effectivement, les Netbase, regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le jeu. Vous avez une carte qui est très pixelisée, je vous l'accorde, mais c'est la seule que j'ai pu trouver qui était plutôt bonne. Et même la seule que j'ai pu trouver de les Netbase. Donc, je l'avais sur le bouquin là-bas, mais bon, montrer à l'écran, c'est toujours plus chiant que d'avoir un truc vraiment bien fait. Les Netbase, c'est ça. C'est une région qui est entre le Minhiriath et le Gondor. Alors, le Minhiriath, parce que là, cette carte date du coup de l'ère du Seigneur des Anneaux. Donc, l'ère du Seigneur des Anneaux, l'Arnor est tombé. Mais du coup, en fait, qu'est-ce que c'est que les Netbase? Il faut savoir qu'à l'époque des Numénoriens et de leur âge d'or, après la chute du Numénor, bien sûr, mais dans leur âge d'or en terre du milieu, il y avait 2 grands royaumes de Numénor. Donc les Numénoriens, pour ceux qui ont vu la série, c'est vraiment facile de dire ce que c'est maintenant, hein, mais en gros, voilà, il faut savoir que Elendil, il est venu, sur la terre du milieu, il a conquéri, il a colonisé, comme un bon gros blanc, bref, on va arrêter là, cette vanne. Mais bon, et du coup, il y a eu donc le royaume de l'Arnor au nord et le royaume du Gondor au sud. Pendant le Seigneur des Anneaux, le seul, pays encore debout, c'est le Gondor. Ouais, et donc on va y revenir. Mais il y a du coup une région de l'entre-deux qui s'appelle les Netveis. Minhiriath fait partie de l'Arnor, les Regen aussi. Et en dessous, on a le Gondor, vous le voyez ici. Ça, c'est encore le cas au moment du Seigneur des Anneaux. Parce que le Gondor, alors c'est vrai que là, vu comme ça, vous vous disiez peut-être, mais c'est bizarre, j'arrive pas à savoir où ça situe, etc. Et je peux vous le comprendre. Alors attendez. Parce que le Gondor, effectivement, ça paraît beaucoup plus loin que ça, normalement. Et je vous entends complètement. Du coup, c'est pour ça que je vais vous montrer cette image. Je vais vous montrer cette image et regardez ici, on voit bien là, on a les Netveis, d'accord? Et en fait, le Gondor, alors là, c'est très mal fait, d'accord? Là, normalement, la montagne ne va pas jusqu'au bout. Non, le gouffre d'El, c'est au rond. Justement, on va y venir. La carte est très mal faite. Quelle carte nulle! Faut plutôt prendre celle-là, hein. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est les ca ça, c'est donc ça, c'est les cartes les vraies cartes, quoi. Un peu mieux faites. Le Gondor, c'est ici. D'accord? C'est toute la terre du Sud, jusqu'ici, jusqu'ici. On aurait dit que c'était au Gondor. Ben, un peu, mais c'est pas elle est pas très fausse non plus, hein.
Elle est pas ultra fausse non plus. Je trouve qu'elle est un peu en fait, elle est surtout très, simplifiée. Voilà, en fait, il y a pas la trouée qui est là et ça, j'aime bien parce que je trouve que ça permet parce que la limite du Gondor, elle est pas aux montagnes, elle est au-dessus, la rivière qui est au-dessus, tu vois? C'est ça le ton PowerPoint, que c'était au Gondor. Beh, c'est ça. En fait, la carte du PowerPoint est meilleure. Parce que regardez, c'est juste pour vous montrer, là, on a zoomé sur les Netvace. Le Gondor s'arrête à la rivière. Tandis que là, si je prends celle-ci, on dirait que ça s'arrête à la montagne. Le Gondor est marqué au-dessus, d'accord? Donc non, il faut se dire quand même que le Gondor fait tout ça, toute la mer, et qui s'arrête à l'embouchure ici et qui suit tout ça, en fait, d'accord? Jusqu'à la montagne ici. Donc tout ça, c'est le Gondor en dessous, d'accord? Qui est un peu mieux ici, je trouve. Voilà, donc là, avec Minas Tirith, tout ça. Donc ça, c'est le Gondor, l'Ithilien, tout ça. Le Gondor se continue aussi vers le sud. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et ici également. Voilà. Donc ça, pour clarifier tout ce que je vais dire plus tard, ici, on a les montagnes blanches, d'accord? Donc ça, c'est les montagnes blanches, ça s'appelle comme ça. Ici, c'est les monts brumeux, d'accord? C'est la chaîne des monts brumeux. Parce que je vais en parler de souvent des monts brumeux et des montagnes blanches. Au moins, vous savez où ça se situe. Donc voilà. L'Enedbase est ici, entre le Minhriath, en Eriador du coup, et le Gondor. On est bon. On retourne sur le PowerPoint. Donc là, on est bien sur l'Enedbase, qui est donc entre la rivière de Glandwin et de Gwaithis, je ne sais plus exactement le nom, mais elle a plein de noms, et donc la ville de Tarbad, qui est une ancienne ville de l'Arnor, et l'Isen, donc la grande rivière de l'Isen, qui est la limite avec le Gondor et le Rohan à l'est. D'accord? Donc ça, c'est l'Enedbase. Enedbase, donc à l'époque où je vous ai parlé, il y avait l'Arnor. Il faut remettre la musique. Il y avait l'Arnor au nord et au sud le Gondor. Il faut savoir que c'était une région, du coup, qui était inhabitée par et qui n'était pas gérée par ces deux régions. Il n'y avait qu'une seule chose qui était gérée par ces deux régions. Excusez-moi, ça m'énerve, j'ai un truc qui me rentre dans le nez, ça me rend fou. C'était la route qui s'appelle le chemin vert, dont on entend parler dans les films, dans les livres, n'importe où, le chemin vert. Et vous le voyez, il est tracé en blanc ici. C'est la grande route qui lie en fait l'Arnor et le Gondor. En gros, ça liait la capitale de l'Arnor et la capitale du Gondor, et c'était une très grande route qui traversait du coup toute la terre du milieu. On est bon. Donc c'est la route nord-sud, tout ça, tout ça. Mais remontons encore avant. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Parce que du coup, les Netvace, à ce temps-là, c'est pour ça que ça s'appelait les Netvace à ce temps-là, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça. C'est eux qui l'ont nommé comme ça, parce que les Netvace, ça veut littéralement dire le pays de l'entre-deux. C'est le pays qui est ni à l'Arnor ni au Gondor. Voilà. D'ailleurs, du coup, on peut lire la phrase que j'ai mise sur le côté. Enedbase, ou pays de l'entre-deux, devenu Gondor de l'Ouest au milieu du Troisième Âge, fait allusion à la région de la Terre du Milieu se trouvant entre l'Arnor, le Royaume du Nord, et le Gondor, le Royaume du Sud, ainsi qu'aux hommes qui y résident. C'est la région d'Eriador, située entre le fleuve Gwaithlo et l'Isen. Voilà, donc c'est exactement ça. Là, je vous ai décrit ce que c'est que l'Enedbase en termes géographiques. Maintenant, remontons avant. J'ai envie qu'on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Les Numénoréens ne sont pas encore en terre du milieu. Qu'est-ce qu'il y a en Enedbase? Pas grand-chose. Il y a un peuple d'hommes qui ne sont pas des Numénoréens, d'accord, qui descendent d'un peuple d'hommes qu'on détaillera pas du tout maintenant parce que ce sera dans une autre vidéo. Je pense qu'un jour je ferai l'origine des hommes, c'est très complexe, d'accord. Il y a un clan homme qui s'appelait les Aladin, d'accord. Il y avait trois clans hommes encore, c'est comme les trois clans elfes qu'on avait pu voir. Il y en a un qui donnera les Numénoréens, un qui donnera les hommes. Les hommes du Nord, mais du côté, vous savez, tout ce qui est, comment ça s'appelle? En dessous des Rébords, j'ai oublié le nom. Dale, voilà, du côté de Dale, et cetera, des hommes du pays de Rhin, et cetera, et les hommes qui vont donner, du coup, tout un peu les peuples d'hommes qui ne sont pas les Numénoréens, mais qui sont en Eriador, donc dans cette région du monde. Ils sont, c'est les Aladin. Ces descendants des Aladin vont être, il y en aura donc il y en a certains qui seront en Enedbase. C'est vraiment très peu peuplé, que des petits villages, des petits trucs comme ça, des pâturages, des bergers, des chasseurs-cueilleurs. C'est ici. Ils ont la peau basanée, c'est ce qu'il est décrit un peu en général, et les cheveux sombres. Voilà, c'est ce qu'ils les décrivent. Ils vivent en paix totale, ils sont tranquilles, tout va bien pour eux dans le meilleur des mondes. Il faut savoir que, apparemment, du coup, Tolkien se serait inspiré des Celtes, voilà, pour créer ce peuple-là. Au début, du coup, il y a un truc intéressant, c'est que
au tout début de la colonisation des Numénoriens, donc qui arrivent du coup en Terre du Milieu, les Netvace va être très rapidement une toute petite colonie. Une colonie qui sert uniquement à une chose, c'est-à-dire ce que sait faire le mieux l'homme colonisateur, consommer les ressources. Et ils avaient une lampe magique. Pourquoi une lampe magique? Par rapport à ce que fait que j'ai dit qu'ils étaient basanés. C'est vraiment la description qu'ils disent dans Tolkien, hein. C'est pas un truc raciste ou quoi que ce soit. Je vous le dis très bien, je vous le dis très vite. Je sais pas si ça a été mal compris, mais ça peut. Les Aladdin. Ah putain, oui, non, c'est encore plus drôle du coup. Ah, j'ai cru qu'il y a eu un malentendu. Non, non, oui, c'est hyper drôle. Alors, c'est écrit comme ça, je vous le marque. Alors, du coup, il y en a qui disent Aladdin, il y en a qui disent les Aladdin. Voilà, je peux mettre le S si vous voulez. C'est écrit comme ça. Vraiment, le peuple, le peuple, c'est ça, globalement. Et donc, bref, c'est un peuple qui va vivre tranquille et les Núménoriens vont arriver ici parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Enedvei, c'est une terre extrêmement forestière. Donc, que viennent chercher les Núménoriens? Du bois. Et ils vont terriblement déforester les Netvace. D'accord? Ça va être terrible. Les peuples de l'Enedvei, au début, franchement, ils s'en foutent un peu des Núménoriens. Mais ils ont même plutôt des bons feelings parce que souvent les Núménoriens arrivent pas en méchant, tout va bien. Pas cool Numénor du tout sur ce coup-là, bien sûr. Numénor a fait plein de trucs pas cool, vous allez le voir. Et donc forcément, en détruisant leur forêt, ces peuples qui vivaient là, donc ces hommes sauvages, entre guillemets, comme vous allez les appeler, bah, ils ont commencé à se méfier des Numénoriens et se méfier des autres hommes. Voilà, c'est là que commence un peu les rancœurs et les choses qui vont pas aller bien. Vous allez voir, c'est important. Au final, Numénor arrive, ils colonisent, ils font de gros pays, l'Arnor, le Gondor, bam bim boum, c'est gigantesque. Mais en Enedveis, ils sont toujours tranquilles. On n'exploite plus leur forêt, ils reviennent même un peu, ils sont un peu plus tranquilles. D'ailleurs même, il faut savoir que c'est à ce moment-là que certains peuples, d'accord, pendant qu'il y a le Gondor qui a pris possession d'ici, hein, vont petit à petit. Alors il y en avait aussi dans le sud, hein, du côté de. Il faut savoir que c'est un peuple qui, à la base, à la toute base, vient plutôt du contrefort des montagnes blanches, d'accord. Et en fait, après, ils vont remonter, ils en font tout ça. Il y en a aussi qui vont, du coup, pendant cette ère-là, pendant l'ère du Gondor, aller un peu dans le Calénardon. Le Calénardon, c'est quoi? C'est la région du Gondor qui correspond au Rohan actuel. À l'époque, ça s'appelait pas le Rohan, ça s'appelait le Calénardon. On l'avait vu quand on avait fait notre truc sur le Rohan. Vulga sur le Rohan. Donc ça, c'est pour vous dire, voilà, ils étaient à peu près dans tout ça, éparpillés, un peuple très dispersé, très peu peuplé, d'accord. Le seul truc qui était extrêmement maintenu par les deux pays, c'était la route de nord au sud, donc la route, le chemin vert qui s'appelle du temps du Seigneur des Anneaux. Et il y avait uniquement la grande ville de Tarbad, qui était une grande ville un peu douanière, si on peut dire, de l'Arnor, qui était donc une très grande source qui était une grande tour de garde en fait de l'endroit, qui était au niveau de la rivière, qui bloquait du coup la route, et qui du coup surveillait la grande route et faisait en sorte que tout aille bien pour cette grande route, quoi, globalement, qu'elle soit entretenue. Pareil au niveau du Calénardon avec le gué de Lizen, qui était vite fait, c'était pas une ville, c'était vite fait un petit camp, quoi, un petit camp de. C'était les Angars en fait à l'époque du Gondor. C'était les Angars qui faisaient cette partie-là. C'est vraiment les Angars et le gué de Lizen. Parce que les Angars, ça appartient au Gondor. Je tiens à le dire au cas où vous ne le savez pas. À la base. Donc là, tout va bien. Sauf qu'il arrive que l'Arnor, on va rester sur cette carte encore un petit moment parce que je veux en fait mettre en place ce pourquoi après on va discuter. L'Arnor va commencer à chuter pour diverses raisons. Langmar, tout ça, on en a déjà parlé, on en reparlera. L'Arnor commence à chuter. Au moment de la chute du dernier roi de l'Arnor, du coup, toutes les ressources entre guillemets, de l'Arnor qui ont pu être récupérées revont au Gondor, etc. Le Gondor, d'accord, expand ses frontières à ce moment-là, au début de la chute de l'Arnor, pour que ces frontières prennent les Netvace. Donc, il fut un temps où les Netvace faisaient partie du Gondor à ce moment-là, d'accord. Donc, les hommes de l'Enedvace, les hommes sauvages de l'Enedvace, étaient des sujets du Gondor pendant un temps. Ensuite, après la chute totale de l'Arnor et l'affaiblissement du Gondor, les frontières vont revenir aux frontières actuelles du Gondor, c'est-à-dire ici. Et l'Enedvace sera de nouveau tranquille, mais surtout, il n'y aura pas
plus de royaume au nord. C'est pour ça que là d'ailleurs, voilà, ça se réappelle le Minhiriath. Le royaume de l'Arnor est tombé. C'est là qu'on va commencer. Parce que du coup, maintenant, vous avez un peu tous les contextes géopolitiques qui ont touché les Netways tout le long, etc., tout le long, etc. Maintenant, on va parler du peuple, parce que c'est le peuple, c'est en parlant du peuple que vous allez comprendre un peu ce qui s'est passé durant l'histoire de les Netways. Et donc, tout simplement, le royaume de l'Arnor est tombé, mais il devient quoi? Alors, le royaume de l'Arnor, alors du coup, on peut reprendre la carte ici. Le royaume de l'Arnor, il devient plein de choses. Il devient, bon, le Rudor ici, on en parle très très peu. Il devient les Rayons, qui étaient déjà là quand il y avait le royaume de l'Arnor. En vrai, les Rayons étaient déjà comment dire, tranquilles, hein, mais bon, voilà, avec la Moria, tout ça, ce côté. Rivendell, ça, c'était en dehors de l'Arnor, c'était plutôt tranquille. Rudor, donc ça devient Rudor, une terre sauvage. Les Landes d'Éten, Étenmoor, Langmar, qui était un peu au nord. Non, c'était pas les Raidors, ça c'était au nord, mais bon, bref. Ça devient Bré. Bré, c'est une ancienne, c'est anciennement de l'Arnor. La Comté, c'était anciennement de l'Arnor. Levendim donc est détruit, mais c'était c'était l'ancienne ville d'Arnor. Fornost aussi, c'est la capitale de l'Arnor. Les collines de l'Est, en fait, tout ça, c'était le royaume de l'Arnor. Et en fait, ça s'est dispersé. Du coup, c'est devenu la Comté qu'on connaît, c'est devenu Bré, c'est devenu tous les petits villages d'hommes, en fait. Voilà, en fait, il éclate. C'est même pas des royaumes. C'est plus un royaume. C'est éclaté complètement. La comté, ça peut être compté comme un royaume, mais c'est pas vraiment un royaume parce qu'il n'y a pas de roi. Il y a juste un maire, donc, pour vous dire. Il n'y a plus de roi. Vraiment, il n'y a plus de roi. C'est que des petits clans un peu partout, des hommes de nord. En fait, tous les hommes qui vivaient là sont complètement éclatés. Les seuls qui descendent de ce royaume de l'Arnor, en fait, sont encore les Dunedains. Et donc là, ça répond à ta question de tout à l'heure. Les Dunedains sont les descendants de l'Arnor détruites. Enfin, des Numénoriens même, parce qu'en fait, le Gondor, on peut appeler ça des Dunedains tant qu'ils ont des ancêtres encore Numénoriens. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Numénoriens se sont en fait, tout simplement mélangés avec les hommes de la Terre du Milieu, et du coup, ils ont perdu le fait qu'ils vivaient trop longtemps, etc. Ça s'est un peu perdu, en fait. Ceux qui ont encore le sang Numénorien, il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Dont Aragorn fait partie, par exemple. C'est vrai que c'était le roi légitime. Mais du coup, la comté faisait partie de l'Arnor. Bré, ça faisait partie de l'Arnor à l'époque. Fornost, c'était le centre même de l'Arnor. Tout ça, ça a éclaté. En gros, ça faisait tout ça l'Arnor, je crois, hein. C'était une grosse truc, tu vois? C'était le gros royaume. C'était un peu comme le Gondor, mais au nord, quoi. OK? En vrai, je pense que si je mets royaume d'Arnor, on aura un truc facile, hein. Royaume d'Arnor. Ça va te dire à peu près, voilà, tu vois? Exact, elle est trop petite cette carte. Elle est trop petite aussi. Putain, mais toutes les cartes de l'Arnor sont minuscules. Ah, celle-là est pas trop mal, voilà. Ça, c'est l'ancien Arnor. Mais c'est pas grave, après on discute, on est là pour discuter. Moi, j'ai tout mon temps et comme ça, si ça peut vous intéresser, c'est cool. Voilà, ça, c'est l'Arnor, tu vois? Et Langmar faisait un peu partie apparemment? Non, je crois pas. Je crois que c'était Rudor, Arthedain et Cardolan, voilà. Ça, c'était les 3 sous-royaumes de l'Arnor qui étaient dirigés du coup par 3 rois à la fin, je crois. Arthedain étant le haut roi, donc Fornost, la capitale de l'Arnor. Rudor, qui du coup s'est soulevé contre le roi, parce que c'était qui ont été soulevés grâce à la corruption de Langmar. Donc c'était les hommes sauvages du Rudor qui étaient vraiment beaucoup mêlés aux hommes avant l'arrivée des Numénoriens. Le Cardolan a chuté à cause de Langmar, il a chuté en premier, et ensuite c'était le royaume de l'Arthedain qui a fini par chuter. T'as dit qu'Aragorn était le roi légitime du Gondor, mais il est du Dunedain, donc de l'Arnor. En fait, il est le roi des deux. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en gros, Elendil, par exemple, Elendil, le grand roi, était le roi des deux à la base. Et à sa mort, son fils Isildur a pris le royaume du Gondor et son fils et son frère d'Isildur, le frère d'Isildur, a pris le royaume de l'Arnor. Ensuite, ça a duré comme ça, deux royaumes extrêmement communicatifs, etc. Mais c'était des Numénoriens. Et en fait, Aragorn, c'est le roi du Gondor parce que c'est le descendant d'Isildur. Par contre, une fois qu'il sera au trône, après la guerre de l'anneau, il va également réunifier l'Arnor et donc relancer aussi l'Arnor. Donc au final, il sera les rois des deux. Mais à la base, il était surtout roi du Gondor parce que c'était le descendant d'Isildur. Mais comme c'est un Dunedain, il a rejoint les Dunedains du Nord pour défendre face à Langmar. Bref, c'est une longue histoire, c'est effectivement une autre histoire que je pourrais également vous raconter. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, vous avez le global. Je me suis beaucoup brouillé, mais si au moins c'est peut-être plus clair pourquoi l'Arnor a chuté, pourquoi il n'y a que le Gondor aujourd'hui. Maintenant, on va revenir du coup sur le peuple.
Une autre histoire, exactement. On va revenir sur le peuple qui vivait en Enedvace, parce que c'est une très vieille population. Du coup, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est une très vieille population d'hommes qui est installée là depuis très longtemps. Dans le livre de David Day, Tolkien, l'Encyclopédie illustrée, il dit une phrase, du coup, au deuxième âge du soleil, un peuple d'hommes grands, aux cheveux bruns, vivait dans les vallées fertiles, au pied des montagnes blanches. Donc voilà, on parle des montagnes blanches. Pourquoi? Parce qu'on est au pied des montagnes blanches. C'est-à-dire, c'est ces montagnes-là. Si on prend la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-ci, donc c'est vraiment, voilà, ils vivaient au pied des montagnes blanches. C'est très flou dans ce que Tolkien nous raconte. On peut du coup imaginer que c'est dans cette région-là, au pied des montagnes blanches, voire juste ici, peut-être même un peu dans le Rouen futur, à cette époque-là. Ils étaient vraiment au pied des montagnes blanches, mais du coup, on imagine plutôt du côté de l'Enedvace, puisqu'en fait, après, ils vont tout simplement la coloniser petit à petit. Et donc, ce peuple-là, c'est un vieux peuple qui descend du peuple des Aladin, du coup. Je vous ai un peu tout raconté, j'aurais effectivement pu venir sur cette diapo, je l'avais préparé exprès pour parler du peuple. Et en fait, ce peuple va. Donc, vous voyez, c'est un peu inspiré du truc celtique, hein. C'est le principe. D'ailleurs, j'ai pas mis les. À chaque fois, je mets ceux qui ont fait les illustrations, j'ai oublié de le faire. Je suis désolé pour ça. Elles sont sur Pinterest, vous pouvez les retrouver facilement. N'hésitez pas. Vous avez les gens qui l'ont fait. Je suis désolé, d'habitude je le fais tout le temps. C'est d'eux donc dont il est question dans le prochain film animé. Et ben justement, on va en parler. Mais tiens, mais tu suis de fou. C'est incroyable. On va en parler parce que pour moi, on va beaucoup en parler très prochainement en janvier avec la sortie de La Guerre des Rohirrim. Et vous allez voir pourquoi. Effectivement, donc cet ancien peuple est à l'origine de la naissance du pays de Dain tel qu'on entend parler à chaque fois. Parce qu'en fait, il faut savoir que ces Dunlandings, qui vont avoir le nom donné, donc il y en a qui disent que les Dunéens, c'est un nom donné par les Numénoréens. En vérité, c'est plutôt des Rohirrim que ça vient. À l'époque d'eux, il faut savoir que ces hommes du pays de Dain, qu'on va appeler comme ça, parce que depuis tout à l'heure je dis hommes sauvages, etc., on va les appeler les Dunlandings ou les hommes du pays de Dain. Ces hommes de l'Enedvace, donc du pays de Dain, vont avoir plusieurs migrations, ils vont bouger dans cette région, etc. Et il y a un moment où effectivement ils vont être confrontés au Gondor, ils vont être même alliés au Gondor, ce seront des sujets du Gondor, comme je vous l'ai dit, quand le Gondor avait pris les Nedveil sous son épaule, puis après finalement non, mais comme il y en a qui étaient dans le Calénardon, ils étaient quand même dans le Gondor, tout ça. Bref, ça allait plutôt bien. Ceux qui étaient restés à Dunharrow, comme qui est dit dans l'encyclopédie illustrée, devinrent des alliés du Gondor. D'autres, partis vers le nord, s'étaient installés paisiblement dans le pays de Bré. La plupart des Dunlandings avaient battu en retraite dans les collines et les plaines du pays de Dun, devenant un peuple tribal de bergers. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'effectivement, ce que je vous ai pas dit, c'est que ce peuple aussi va migrer. Ce peuple-là, en fait, le peuple de Bré, comme on voit dans les films, serait des descendants, donc des Aladdin, et donc des descendants de ces hommes-là qui étaient dans la région sauvage des Nedveis, et qui, du coup, une fois à la chute de l'Arnor, sont remontés, ont migré, et en fait, ont redonné un peu, ont repris un peu les terres d'où ils étaient à la fois aussi à l'origine avant l'arrivée de l'Arnor, et donc on peut mélanger au peuple du Rudor, etc., des hommes sauvages, des hommes tribaux, bon bref, c'est comme ça ils étaient appelés. Mais du coup, les hommes de Bré seraient les descendants, par exemple, des hommes du pays de Dain. Mais ce ne sont pas les seuls. On peut parler aussi, bon, mais du coup, comme je disais, des hommes du Rudor, peut-être même des Lossots. Bref, il y a plein de trucs. Alors, donc c'est un peuple de bergers paisible dans le pays de Dain. Vous voyez là, j'ai mis une illustration juste ça ressemble un peu à ça à leur pays, quoi. Voilà, c'est très joli, hein. Ils vivent dans les contreforts des collines. C'est des hommes des collines, quoi. D'ailleurs, dans Le Seigneur des Anneaux, dans le livre 6, chapitre 6, donc c'est au retour, c'est quand Frodon Sake retourne dans la comté. Ils disent d'ailleurs aussi, c'est une phrase dans lesquelles on peut entendre parler du pays de Dain pour une fois. Le lendemain, ils poursuivirent leur route dans les nords du pays de Dain, où ne demeurait plus d'hommes, bien que ce fût une région verdoyante et agréable. Ils trouvèrent alors l'ancien gué, à l'est des chutes par lequel elle descendait soudain dans les plaines basses. Loin à l'ouest s'étendaient dans une brume les marais et les îlots, parmi lesquels serpentaient jusqu'au flot gris. Donc là, il te parle de la rivière où il y avait Tarbad, la rivière du nord dont je vous parlais. Donc effectivement, là, dans ce moment du Seigneur des Anneaux,
c'est dépeuplé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la guerre de l'anneau et donc ils ont été assujettis à Saruman et ils ont eu beaucoup de pertes. Mais ça, on en reparlera après. Donc ces hommes ont créé le pays de Dain. Donc le pays de Dain, pour vous dire, on l'avait sur la carte, vous voyez? À la fin, au niveau de la guerre de l'anneau, le pays de Dain, c'est vraiment surtout cette zone-là, quoi. Donc là, sur la carte, ils la mettent ici, mais en vérité, le pays de Dain, dans la description de Tolkien, c'est vraiment apparemment, c'est limité par le chemin vert, donc tout ça, et la rivière du Nord. Donc techniquement, ça fait tout ça, le pays de Dain, d'accord? Et donc là, c'est les hommes du pays de Dain. Ils se sont installés. On arrive au niveau plus ou moins de la guerre de l'anneau du troisième âge. Et là, en fait, il va se passer quelque chose de fou. Isengard, c'est une tour de guet. En fait, c'est un endroit pour le Gondor qui permet d'avoir une mainmise justement sur la frontière nord du Gondor à la base. C'est une forteresse, Isengard. C'est une forteresse, tour de guet, tout ça, quoi. Voilà, je suis en train de me perdre. Je sens que c'est pas clair tout ce que je dis. Donc n'hésitez pas, si c'est pas clair, à me dire attends, là, tu t'embrouilles, repars sur des bases saines. N'hésitez pas à poser des questions. Je sens que je m'embrouille, je sais pas pourquoi. Bref, je sais plus où j'en étais du coup. J'en étais où? Oui, donc là, on arrive sur le fait où il va se passer un événement particulier pour les hommes du Pays de Dain et c'est là qu'en fait tout va déclencher, tout ce que je voulais vous parler. Pour l'instant, pour résumer pour résumer, ce qui se passe, c'est que ce sont des hommes qui veulent vivre en paix, qui n'ont rien demandé. Ils se sont fait coloniser. Ils ont été sous les joues de plusieurs personnes. Ils n'ont jamais rien dit. Forcément, il y a une petite rancœur parce qu'on leur prend du bois, on leur détruit leur bois. Finalement, on les assujettit entre guillemets, même si ils étaient d'accord tant qu'on leur faisait rien. Bref, en fait, ils ont vécu à l'ombre de grands royaumes et en fait, ils vont du coup avoir une grande méfiance envers les peuples extérieurs. Ça, c'est très important. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, après la chute du Gondor, enfin la première chute du Gondor qui font que les frontières vont redescendre là où elles sont et où ils ont le Calénardon, ils vont en fait aller un peu dans le Gondor et aller du coup dans le futur Rohan. D'accord? Le truc, c'est que c'est une région qui appartient au Gondor. Ceux qui sont là-bas, ils sont assujettis, enfin, c'est des sujets du Gondor. Ils le savent pertinemment, mais ils sont assez libres. Pourquoi? Parce que le Calénardon est une région très septentrionale du Gondor et elle est beaucoup moins tenue que le reste du royaume. D'accord? C'est comme, je sais pas, imaginez la Russie et la Sibérie. Je pense que ceux qui vivent ou alors les États-Unis et l'Alaska. Vous voyez, c'est un peu des endroits, bon, voilà, c'est à nous, mais en même temps, on s'en occupe pas trop. C'est un peu pareil pour le Calénardon. Et c'est là qu'il va se passer une dinguerie, vous l'avez vu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'avais fait du coup toute la vulgarisation donc de l'origine des Rohirrim, mais il y a un grand événement qui va se passer. Le Gondor est attaqué par le Mordor, des alliés du Mordor, et notamment les hommes des chariots qui vont attaquer le Calénardon. Que va-t-il se passer? Il y a des petits alliés qui vivent non loin, les Éotéodes, qui vivent au nord de la forêt noire et tout à l'ouest de la forêt noire. On va pas en parler, ça va encore divaguer si vous voulez. Là, on est quelle époque? On est bien avant la guerre de l'anneau, on est après la chute de l'Arnor, c'est dans le troisième âge du coup, mais c'est au tout début du troisième âge, je crois, si je dis pas de bêtises. L'Arnor est déjà détruit. Il y a que le Gondor. Les rois Númenoriens n'existent plus. On est déjà sous le règne des intendants du Gondor. Donc c'est assez récent dans l'histoire de Tolkien, d'accord? C'est très récent, d'accord? C'est très récent. Mordor, c'est les orques déjà? Pas vraiment. En fait, le Mordor, là, à cette époque-là, il attaque même pas trop le Gondor. En fait, c'est plus des raids, etc. Mais on n'est pas sur les grosses attaques d'envergure qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux. Mais ils sont déjà effectivement en prise avec le Mordor, hein, le Gondor. Et en fait, du coup, les hommes des chariots, ce qu'il faut se dire, c'est, je sais pas si vous avez vu la série, mais c'est les hommes de Rune, comme vous voulez, qui sont les hommes du désert du Nord au-dessus du Mordor. On les voit, je sais pas si vous avez vu la série, mais c'est là où il y a les hobbits avec l'Istari, là où ils vont, vous savez, dans les déserts un peu, voilà, c'est les orientaux en fait, c'est les orientaux qu'on voit dans les films, les orientaux qui se battent pour le Gondor, d'accord? Pour le Mordor. Mais ces orientaux-là, c'est eux, c'est les descendants des hommes des chariots, comme on les appelait, parce que c'était des nomades qui se déplaçaient en chariot. Ces gens-là, très agressifs, d'accord? Dans le 2, le 1 et le 2 en fait. Je crois qu'on en voit un peu dans le 1. Non, dans le 2 surtout, la saison 2, je crois.
Et en fait, ces hommes des chariots, ils sont très corrompus par le Mordor et donc en fait, ils veulent, s'étendre et ils vont sans arrêt harassent, si je puis me permettre ce terme, le Gondor et les Éotéodes. Les Éotéodes qui sont pour l'instant un peuple du Nord, c'est littéralement, dit des Nordiques. C'est un peuple nordique à l'époque, d'accord? C'est des hommes du Nord, qui descendent des 3 familles également, mais qui ne sont pas la même famille, d'accord? Qui est une famille d'anciens hommes. Donc il y avait les Laladin, ceux qui ont donné les Numénoréens, les Édins et ces hommes-là qui sont les Éotéodes, d'accord? Ces hommes-là vont débloquer, vont débloquer par, le fait qu'ils se battent contre les mêmes ennemis que le Gondor, donc les hommes, des chariots, vont avoir quelques comment on dit? Quelques accointances avec eux, des petites alliances plus, voilà, dire: «Oui, en tout cas, ils sont pas méchants l'un l'autre» et à un moment donné, le Gondor va devoir les appeler à l'aide. Parce que le Calénardon est envahi par les hommes des chariots et là, l'intendant à cette époque-là, j'ai complètement oublié son nom, je suis désolé, je vais pas pouvoir vous le dire, mais je le connais, mais là, le nom m'est sorti de la tête. L'intendant du Gondor, à cette époque-là, va envoyer des éclaireurs appeler les Éotéodes pour les aider parce que là, c'est catastrophique. Si le Calénardon tombe, c'est le début de la chute du Gondor, ça pourrait aller plus loin, c'est compliqué. Et à ce moment-là, le roi des Éotéodes, en tout cas le fils du roi, je crois, mais à cette époque-là, mais je crois que c'est quand même le roi des Éotéodes, Éorl, peut-être que ça vous parle. Éorl le jeune va. Oh, salut, salut les courtes pailles, bienvenue à toi. Éorl le jeune va partir à la rescousse du Gondor. Et ces Éotéodes, c'est qui? Ce sont des hommes extrêmement bons cavaliers. Tiens donc, il va arriver dans la province du Calénardon, donc dans la grande ville de, j'ai oublié le nom, mais ça va être la grande bataille du champ des Célébrantes. Et au moment où tout est perdu pour le Gondor, les Éotéodes, et ça c'est les hommes du pays dedans? Non, 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 non. Justement, on va y venir. Les hommes du pays dedans, là, ils vivent tranquilles dans leur région, un peu du Calénardon, du coup, donc un peu dans le Gondor, et en Enedveis, d'accord? Ça, c'est les hommes du pays dedans. Les Éotéodes, en fait, regardez, c'est vrai que je peux prendre la map, tout simplement, vous allez comprendre. Les Éotéodes, ils viennent d'ici, à la toute base. Ils viennent de là. Donc on n'est pas du tout. Vous voyez, ça, c'est les hommes du pays dedans, ils sont là. Donc, et un peu ici à cette époque-là, donc dans le Calénardon. Et les Éotéodes, ils viennent de là. Et après, d'ailleurs, ils s'étaient déplacés jusqu'ici, hein. Ils vivaient tous ici, les Éotéodes, à la base, d'accord? Et en fait, ils étaient en proie avec de, les hommes des chariots qui, eux, vivaient ici, d'accord? Et qui, du coup, attaquaient le Gondor par ici. Et également les Éotéodes. C'est pour ça qu'ils avaient les mêmes ennemis à cette époque-là. Énorme armée qui se lève, donc tous les Orientaux se lèvent et vont attaquer ici. D'accord? C'est une grande. Même ici, peut-être plutôt, ouais, je dis des bêtises. Enfin bref, au niveau des grands marécages qui sont ici, là. Non, c'est bien, c'est bien ici. Et là, il y a une ville. Attendez, non. Et oui, non, la Stamnat ici. Non, c'est ici. Excusez-moi, je vais y arriver. Bref, une grande ville du Gondor qui est ici. D'accord? Qui est la limite nord du Gondor, en fait. Elle va être attaquée par les hommes des chariots qui vont arriver en masse. Ils vont appeler du coup les Éotéodes pour les aider. Les Éotéodes vont descendre avec Éorl, le jeune, grand cavalier, et vont arriver juste à temps, donc au niveau des champs du Célébrant, parce que là il y a des champs qui s'appellent les champs du Célébrant, et il va y avoir une grande bataille. Et cette bataille, effectivement, elle va être sauvée uniquement grâce à l'arrivée des Éotéodes et de Éorl le jeune, qui vont sauver le Gondor. En tout cas ici. Le Gondor, extrêmement, enfin, content et comment on dit? Gratifiant, je sais pas si ça peut se dire, mais vous avez compris l'idée, de, cette aide, vont en fait, tout simplement dire: «Bon écoutez, vous nous avez extrêmement aidés, on va vous offrir quelque chose. Retournez chez vous, on revient vous dire le cadeau qu'on vous fait». Le paiement en fait plutôt. Un cadeau, c'est un paiement. Et là, le Gondor dit donc je sais plus comment il s'appelle à cette époque-là, l'intendant, mais l'intendant dit à Éorl, du coup le roi des Éotéodes, il leur dit: «Bah écoutez, ce qu'on fait, c'est que on vous offre avec, grand amour, si je puis dire, mais on vous offre la province du Gondor du Calénardon parce que vous nous avez extrêmement aidés.
En contrepartie, on forme, votre peuple et le mien, une alliance. Et tant que le Gondor aura besoin de vous, vous nous aiderez. Les Éotéodes, qui ont toujours voulu avoir des terres plus cultivables, parce que leurs terres sont pas très cultivables, c'est vraiment des hommes des montagnes, des hommes du Nord, le climat est pas fou. Là, on leur donne une terre qui est incroyable. Pour le Gondor, c'est tout bénef, parce que eux, ils leur donnent une terre incroyable. C'est une terre qui, eux, ils peuvent plus la contrôler. C'est trop loin pour eux, ils ont trop de problèmes avec le Mordor. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, on leur donne cette province. Oh, merci, putain, tu l'as trouvé. J'étais pas sûr, c'est pour ça que je voulais pas le dire, mais c'est bien. C'est Kyrion, l'intendant à ce moment-là. Donc c'est Kyrion qui va leur donner. Il va en faire une. Donc il va y avoir une alliance qui va se faire. C'est vraiment c'est un serment hein, entre les deux royaumes, les deux nouveaux royaumes naissants. Du coup, donc tu as le Gondor qui est toujours là, mais on va avoir un nouveau royaume qui va s'élever dans la province du Calénardon. Et ces gens-là vont être appelés les Rohirrim. Et donc, c'est là que naît le royaume du Rohan avec leur tout premier roi, Éorl le Jeune. Et c'est là qu'on voit la naissance du Rohan avec donc le Rohan, l'Ouest-Emnet, donc toute la région de l'Ouest, et la région de l'Est-Emnet, ici. En 1510, il offre le Calénardon. Voilà. Donc là, tu es en 2510 du troisième âge, si je dis pas de bêtises. Donc tu vois où on est à peu près. La guerre de l'anneau, c'est 3000. 3100. Oh, je sais plus. Guerre de l'anneau. J'ai un trou. J'ai un trou. Il y a tellement de trucs à dire sur ce monde, c'est ça qui est fou, quoi. Guerre de l'anneau 3018. Non, tu vois, j'ai mis 100 de plus. C'est 3000, la guerre de l'anneau, pour te dire. Donc tu vois, on est 500 ans avant la guerre de l'anneau. Donc tu vois à peu près où on se trouve. Le Rohan, du coup, est une terre assez jeune. Là, en fait, on revient un peu une timeline qu'on arrive plus facilement à s'imaginer, tu vois. Imaginez que, donc nous, on est en 2024. Imaginez-vous que, du coup, donc au Haut Moyen-Âge, en 1500, d'accord, c'est ce qui s'est passé. On est vraiment sur un temps qui nous paraît plus réaliste pour nous, d'accord. Donc là, voilà, on en est là. Le Rohan naît. Mais qu'est-ce qui se passe du coup? Vous allez me dire, quel est le rapport avec le pays de Dain en fait? Pourquoi je vous raconte tout ça, toute cette histoire? Eh ben, il y avait un petit peuple, d'accord, qui s'était un peu étendu dans le Calénardon. Vu que le Gondor ne suivait pas trop cette région, eux, ils s'étaient installés. C'était les hommes du pays de Dain. C'était les Dunlandings. Donc, à la naissance du Rohan, finalement, ils ont été un peu chassés. Pas forcément volontairement. Il va y avoir embrouille avec le pays de Dain à tous les coups. Exactement, c'est un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, les hommes du pays de Dain, ils vont être un peu chassés. Mais pas totalement, parce que le Rohan ne les chasse pas vraiment, en fait. C'est juste que eux, ils voulaient tellement leur. C'était chez eux pour eux, tu vois. Donc là, il y a des gens qui arrivent, genre, ouais, c'est chez nous maintenant, voilà. Forcément, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont rester. Et j'insiste bien sur le fait qu'il y en a qui vont rester parce qu'en fait, le ouest du Rohan, d'accord, il y a énormément de. Enfin, il y a quand même beaucoup de croisements entre ces peuples-là. Donc, vous voyez, c'est à la fois les hommes du pays de Dain ne vont pas du tout être d'accord avec ça. Ils vont déjà, du coup, ils vont avoir une énorme rancœur envers les Éotéodes, du coup, les Rohirrim, donc envers le Rohan, parce que pour eux, ils ont un peu volé certaines terres. Tandis que ceux qui sont du pays de Dain, eux, aucun problème, hein, techniquement. C'est une rancœur du coup qui est avec ces gens-là qui vont revenir vers le pays de Dain, va également en fait, insuffler aux hommes qui étaient vraiment dans le pays de Dain, parce que je rappelle pourquoi vraiment dans le pays de Dain, parce qu'en gros, ceux qui étaient dans le Calénardon étaient ici, ils n'étaient pas dans le pays de Dain en vérité. C'était des Dunlandings, mais en remontant parce qu'ils ont été chassés, ils vont retourner avec vers leurs autres, compagnons, hein, les hommes du pays de Dain, dans le pays de Dain. Et du coup, bah, forcément, cette rancœur qu'ils amènent avec eux, bah, les hommes du pays de Dain, ne connaissant pas vraiment les Rohirrim, bah, en fait, ils vont développer aussi cette rancœur. Ils vont dire, moi, c'est des gens qui ont chassé les nôtres, ils sont forcément mauvais, etc. Rancœur, qui est pas forcément injustifiée, hein, je tiens à le dire. On n'est pas là pour faire en sorte que ce soit des méchants ici, d'accord? Et en fait, il va se passer des choses. Parce que du coup, cette rancœur, eh ben, en fait, elle va durer. Elle va durer, et c'est là où tu effectivement as raison. En début d'année, va sortir un film d'animation qui s'appelle The War of the Rohirrim. Là, on est sur un fan art, hein, c'est pas la vraie truc, mais voilà, je trouve ça super intéressant parce que
Il y a un peu tout là-dessus et je trouve que ce film moi je suis un grand fan du Rohan, d'accord? Dans si on me parle d'un peuple que j'adore particulièrement dans l'univers de Tolkien, c'est le Rohan. Parce que j'adore trop de quoi ils sont inspirés, ce qui on a beaucoup de trucs racontés sur eux, et j'adore le Rohan. Vraiment, je suis un grand fan et j'attends que ça. Et en fait, je pense que ça va vraiment tourner sur les guerres avec le pays de Dain. Parce que toute l'histoire du Rohan, elle va se tourner sur les guerres contre le pays de Dain et un peu sur celle du Mordor, évidemment, parce que à l'est, ils ont quand même une frontière qui est proche du Mordor. Bon. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, au 21e, qu'est-ce que je raconte? Oui, 26e, pardon, 26e siècle du troisième âge, c'était marqué en fait, je suis con. Au 26e siècle du troisième âge, il va y avoir des petites. C'est là, ah non, mais non, je suis con. J'ai déjà parlé de ça. Donc ça, c'est voilà, vont accorder aux Éotéodes la promesse du Calénardon, mais les Dulanding considéraient qu'elle leur revenait de droit, ce qui était ce que je vous ai raconté. Un peu après, en fait, pendant la guerre qui continue avec le Gondor et le Mordor, hein, donc le Rohan va toujours être un peu impliqué dedans, il y a une rancœur qui va se former. Je vous ai raconté qu'il y avait effectivement un mélange entre les Rohirrim et certains Dunlandings, d'accord? À l'ouest du Rohan. Donc quand je parle à l'ouest du Rohan, c'est ici, d'accord? Et en fait, du coup, il y a même une grande partie des Rohirrim, au fil du temps, au fil des années, qui vont avoir en fait une famille très mixte, en fait. Comment on dit déjà? Comment on dit quand il y a deux cultures qui se mélangent? Des métis, voilà, elle va être très métisse, en fait, c'est ça que je cherchais. Là, pour le coup, je suis plutôt du côté des Dunlandings, même si je kiffe le Rohan. Mais bien sûr, voilà, c'est les métis. Donc il va y avoir beaucoup de métissage entre le Rohan et les Dunlandais à cet endroit-là, à tel point que Fricka, un seigneur du Rohan, n'est autre qu'un descendant Dunlandais. D'accord? On va arriver à un moment où effectivement un seigneur du Rohan a des ascendances carrément dunlandaises et il va être assez puissant à l'ouest. D'accord? Il va même avoir sa forteresse, etc. etc. Et ce Fricka, du coup, qui, avec les rancœurs du pays de Dain, va également développer ses rancœurs envers le roi du Rohan, qui à l'époque n'est autre que Helm Point de Marteau. Je crois que c'est ça le nom qu'il donne en français. Dis donc, Helm, dis donc, c'est le sujet de ce film qu'on va avoir, donc de ce court métrage. C'est lui qu'on va avoir comme roi pendant ce truc-là. Donc c'est intéressant parce que justement ça va être cool. Et Helm en plus, tiens donc, Helm, ça me dit quelque chose, bien sûr, le gouffre de Helm, on en reparlera. On en reparlera. No spoil, bien sûr. Mais Helm, du coup, à ce moment-là, est le roi du Rohan. Et il n'a qu'une fille, à ce moment-là. Même pas qu'à ce moment-là, je crois. Et Fricka va arriver, il va lui dire bah écoute, moi j'aimerais que mon fils se marie avec ta fille. Comme ça, bah, à ta mort, c'est moi qui récupère le trône, quoi. Globalement, mais il vient comme ça, il vient enfin, avec animosité. Il vient direct le confronter. Helm, qu'est-ce qu'il fait? On l'appelle pas Helm Point de Marteau pour rien, d'accord? Gros désaccord, ça part en couille, énorme point dans sa face. Africa, d'accord? Il tue Fricka. Net, précis. On y va, pam, d'accord? À ce moment-là, ça va pas. Qui est le fils de Fricka? Wolf. Wolf, on va en entendre parler. Pourquoi? Wolf, parce que du coup, bon, forcément, avec comment on dit, il va y avoir une sorte de, de ce seigneur qui va s'insurger contre son roi. Et du coup, forcément, en fait, toute sa famille va être exilée. En fait, lui, il est mort parce que il s'est battu avec le roi Helm, et Helm est beaucoup plus fort. Mais bon, bref, ils vont s'exiler. Ça, je l'ai vu dans l'abondance du film, effectivement. Mais du coup, si tu veux pas que je te spoil, je sais pas si ça va être du spoil parce que je pense qu'on va avoir plein de trucs, mais du coup, c'est peut-être pas dingue, hein, ce que je vais te raconter là tout de suite, hein. Parce que c'est toute l'histoire, hein, peut-être, j'en sais rien, je sais pas de quoi ils vont parler, mais et en fait, Wolf va du coup s'exiler dans le pays de Dain avec, pas mal de gens et du coup, en fait, même dans le pays de Dain, il y a des gens qui descendent de Rohirrim. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'en fait, c'est très lié ces 2 peuples au final. C'est ça qui est intéressant. Mais du coup, Wolf son père tué par le roi Helm et cetera, vous comprenez. Il va aller au pays de Dain, il va créer une armée de dingos et il va revenir au Rohan
quelques années plus tard, plusieurs décennies plus tard. Il va arriver, il va prendre possession du Rohan, il va arriver à Edoras, et qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va reprendre le Rohan, tout simplement. Il va devenir roi du Rohan Wolf. Il va réussir. Il va réussir là où son père a échoué, bon, parce son père a fait un peu différemment, hein. Son père, il voulait faire un peu des jeux du Game of Thrones, vous voyez, mais là, Wolf, il est arrivé, tout cramé, roi du Rohan, c'est un bâtard. Plus ou moins, je peux le comprendre, hein, suivant le point de vue d'où on se tourne. Et donc, effectivement, par exemple, dans l'appendice A du Seigneur des Anneaux, quand on parle de la maison des Orles, voici ce qui est dit. Au même moment, le Rohan était de nouveau envahi à l'est et les Dunlandais, sautant sur l'occasion, franchirent l'Isen, descendant d'Isengard. L'on apprit bientôt que Wulf était leur chef. Leurs forces étaient nombreuses car ils furent rejoints par les ennemis du Gondor, débarqués aux bouches du Left-Nuit et de l'Isen. Effectivement, ils ne sont pas venus seuls. Langmar était un peu derrière, le Mordor était un peu derrière. Le Mordor a sauté sur l'occasion. Est-ce que ça vaut le coup de buter tout un tas de soldats innocents pour une embrouille entre chefs? Absolument pas. C'est pour ça que je te dis que là, d'un côté ou de l'autre, c'est pas si bien. Bon, en fait, tu vois, d'un côté, le Rohan n'a tué qu'un chef, de l'autre, Wulf a mis à feu et à sang le Rohan. Effectivement, voilà, hein, on est sur du deux poids, deux mesures, mais bon, admettons. Insurgé, il réussit, sauf que Helm tient le coup. Wulf va poursuivre Helm jusqu'au bout, d'accord? Il est un peu soupolé, Wulf, effectivement. Il va poursuivre les derniers Rohirrim encore derrière leur roi, parce qu'après, bon, les Rohirrim, il y a beaucoup qui se sont rendus, qui n'ont pas le choix, ils ont été annexés, quoi. Et où va se terrer notre cher Helm, point de marteau? Eh bien, au gouffre qui portera son nom, au gouffre de Helm, bien évidemment. Au gouffre de Helm, il va aller à la forteresse de Fort-le-Corps, où il va se terrer pendant le long hiver. Le long hiver, je pense que c'est vraiment un truc dont on va parler dans le film. Le long hiver, c'est une grande tragédie qui a touché le Rohan, d'accord? Pendant des années, ça a été l'hiver, un peu comme dans l'hiver blanc là, dans Game of Thrones, mais non, le lâche, non. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est repoussé au gouffre de Helm parce qu'en fait, il est repoussé par les armées de Wulf, en fait. Et là, pendant le grand hiver, il va repousser continuellement depuis le gouffre de Helm les armées de Wulf jusqu'à finir par le battre. Si je dis pas de bêtises. Alors attendez, parce que là, j'ai besoin d'être sûr de ce que je vais dire. Parce que. Attendez, excusez-moi. Alors attendez, voilà. Tac, tac, tac. Ok. Donc ça, c'est vrai que c'est bien ce que je disais. Voilà, donc Wolf a été rejoint par plein de gens, hein, par les Orientaux, les Aradrim, les Corsaires d'Umbar, mais ça, c'est assez particulier. On s'en fout. Donc voilà, Wolf se proclamait roi du Rohan. Ça, je l'ai dit. Excusez-moi, voilà. Le long hiver, j'en ai parlé. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. Donc pendant la guerre, donc le fils, donc Aleth de Helm, est tué par Wolf. Il se terre du coup pendant le long hiver au niveau de Helm. Et là, il faut savoir que Helm est mort aussi. En fait, pendant ce long hiver, Helm Point de Marteau va mourir. Partout balle au centre, exactement. Helm Point de Marteau va mourir pendant ce long hiver avec plein de rebondissements et que du coup, je ne vais pas détailler parce qu'en fait, justement, ça m'a rappelé tous les trucs là. Et je vais pas le détailler parce que comme ça, je vous laisse découvrir ça dans le film parce que ça va parler de Helm et Helm Point de Marteau a une histoire incroyable. Mais du coup, là, la mort du roi, enfin, le Wolf est sûr que c'est bon, il a gagné, le rond est à lui. Sauf que il va se prendre un revers pendant ce long hiver, à la fin de ce long hiver. Fréalaf, je crois que c'est le nom du neveu de Helm, va réussir avec son armée qui arrive de l'Est à anéantir l'armée de Wolf, tout simplement, et va réussir à rebattre les cartes et va tuer Wolf, tout simplement.
vont réussir à Orbad. Donc je crois que c'est Frealaf, je regarde. Oui, c'est ça. Frealaf Hildeson, donc le neveu de Helm. Et ah oui, voilà. Pourquoi aussi. Ça, je l'avais complètement oublié, mais c'est très important en vrai. Et avec l'aide du Gondor. C'est pour ça qu'il y a Bérégonde du Gondor qui vient l'aider. Et donc, Wulf fut tué, il libère Edoras. Et les hommes du pays de Dain vont être repoussés du Rohan. Une bonne fois pour toutes. Pourquoi je dis une bonne fois pour toutes? Parce que ce n'est pas fini en fait. C'est pas une bonne fois pour toutes. Effectivement, les revendications des hommes du pays de Dain vont être mises à mal pendant longtemps. Ils vont retourner chez eux, la rancœur, tout ça va continuer d'exister parce que forcément, une deuxième défaite, c'est terrible. Et là, ce qui va se passer, c'est que pendant 500 ans, plus même, parce que du coup, effectivement, c'était même pas, pendant 200, 300 ans, d'accord, une nouvelle lignée de rois va. Bref, donc je vous l'ai dit, là, vous voyez, donc Helm Point de Marteau, on est d'accord qu'il est mort. Donc la lignée des rois est éteinte. Il faut savoir que l'histoire du Rohan, elle est découpée en 3 lignées de rois. Il y a la lignée d'Eorl, la lignée de Helm et la lignée de Théoden. Et c'est la dernière lignée qui va ici prendre du coup la suite. C'est le neveu de Helm du coup, qui va prendre la suite. Et donc le Rohan repart en paix, se redéveloppe, tutti quanti, tout va bien. Que les fans du Rohan ici, bien sûr, bien sûr. Et donc tout va bien se passer pour eux pendant un temps, jusqu'à, à votre avis, jusqu'à quand? J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc là, c'est bon. Comme ça, on saute The War of the Rohirrim et je vous laisse découvrir l'histoire de ce moment-là, de tout ce que je vous ai raconté un peu ici en janvier. Effectivement, on arrive à 3018, on arrive à la guerre de l'anneau qui éclate. Bon, la guerre de l'anneau déjà un peu éclatée parce que le Rohan le Gondor était en guerre contre le Mordor, tout ça. Mais là, l'anneau a été retrouvé. Apparemment, c'est le bordel. La guerre de l'anneau qui éclate, vraiment le pic. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Saruman pète un câble et va aider, bien sûr, le Mordor. Jusqu'à le conflit pain en chocolatine, exactement. Parce que c'est la grande guerre avant la prochaine guerre qui est cette guerre-là. Ouais, mais ça, c'est 3000 ans plus tard, hein, c'est tard, c'est tard. Et ces hommes du pays de Dain, avec leur rancœur, sont des hommes aisément corruptibles. J'ai crevé mon scout, faudra changer Saruman. Cette même vanne, mais qui me plaît, qui me plaît. Et en fait, voilà, ces tas de blessures infligées par le Rohan, plus ou moins voulues, parce que pour le coup, pour moi, à la base de tout, effectivement, c'est plus le Gondor qui en est, qui en est le malfaiteur. Ce Gondor qui, ne pouvant plus gérer le Calénardon, a donné ses terres pour à la fois gérer. Le Rohan, lui, s'est installé, enfin les Éotéotes se sont installés. Effectivement, c'était leur dû. Ils l'ont mal fait peut-être, en tout cas, la rancœur est née là. Finalement, avec la guerre contre le Rohan, la guerre des Rohirrim, c'est complètement parti en couille. Et donc forcément, la rancœur naît. Et ben c'est là que Saruman, il a compris qu'il y avait une pièce à jouer. Manipulateur qu'il est, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs dans Lord of the Ring Online, on a eu un petit conseil qui parlait justement de ce moment-là. Hein. La guerre de l'anneau éclate, le Mordor commence à attaquer fort, fort, fort le Gondor. Ils arrivent à prendre la capitale du Gondor, Osgiliath. Tout va mal pour le Gondor. De l'autre côté, pour que le Mordor puisse au mieux défoncer le Gondor, qu'est-ce qu'il faut faire? Enlever leurs alliés, le Rohan. Et c'est là que Saruman entre en jeu avec les Uruk-hai et ses orques, et évidemment avec toutes les choses qu'il va pouvoir trouver pour l'aider. Et en fait, les hommes du Pays de Dain, c'est incroyable. Je vais me fumer, mais avant ça, je vais fumer, mais avant ça roule man, exactement. Exactement. Là, il y a des vannes à ne plus savoir qu'en faire. Et d'ailleurs, ce qui est dit dans l'encyclopédie illustrée de Tolkien, donc de David Day, ils n'oublièrent cependant pas leurs blessures et conclurent un pacte maléfique avec le mage rebelle Saruman. Et l'histoire dit que par quelques sorcelleries maléfiques, les Dunlandings furent croisés avec les Uruk-hai et une progéniture malfaisante appelée demi-orque, résultat de ces unions. Et effectivement,
quand on était sur l'outro tout à l'heure et que je vous disais, on va en parler un peu des demi-orques, c'est intéressant parce que les demi-orques existent dans l'univers de Tolkien et ils viennent de là. C'est un croisement entre les hommes et les orques qui a été fait par Saruman et il est dit par des rumeurs que ce serait du coup avec les Dunlandings. Et ça, c'est stylé quand même. Bon. Mais bref, Saruman va sauter sur l'occasion. Qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche la guerre au Rohan. Donc ça, on le voit dans Le Seigneur des Anneaux, hein. On le voit. On voit effectivement la scène que je vous ai montrée tout à l'heure. Est-ce que j'ai gardé le YouTube? Je ne crois pas. Non, j'ai pas gardé le YouTube. Mais du coup, on l'a vu tout à l'heure. Les Uruk-hai et les orques, c'est la même chose ou pas? Oui, en vrai, c'est la même chose. Juste que les Uruk-hai, c'est des grands orques solides. D'accord? C'est pas Saruman qui les a créés. Ils existaient déjà avec Sauron, tout ça, tout ça. C'est une race d'orques. D'accord? C'est la même chose. C'est comme les gobelins sont une race d'orques. Les gobelins, c'est une race d'orques qui vit dans les montagnes, en sous-sol. Les orques, les Uruk-hai, c'est des orques un peu plus costauds que les autres. D'accord? C'est une race d'orques. Et donc, les demi-orques, mais ils sont plus costauds que les orques dits normaux, effectivement. Les demi-orques sont un croisement entre les orques et donc les orques ou les Uruk-hai, je ne sais pas, ouais, et les hommes. Et donc, ça va être une nouvelle engeance sombre créée par Saruman, tout ça, tout ça. Les wargs, ça va avec, ils vont être aussi avec eux, bref, tout va mal. Et donc, ils vont se dire, bah, trop bien, on va dire au pays de Dain, et là, c'est le moment, on est là, nous, on vous aime, on vous aide, reprenez ce qui vous est dû, le Rohan. Là, hop, il va réenflammer les cœurs, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de Dunlandais, de Dunlandings vont partir à l'assaut du Rohan à ce moment-là. Moi, je croyais que c'était les Uruk-hai qui étaient des orques mélangés à des humains. Non, en fait, c'est les orques plus costauds. Il y en a qui disent: «Ah oui, c'est un mélange entre» enfin, dans les films, c'est ce qu'ils disaient: «Ouais, on a croisé des orques et des gobelins». Non, non. Non, non. Non, non, non. Ça, c'est un truc, c'est une facilité scénaristique choisie par Peter Jackson, mais en réalité, non, ça existait déjà. Bref, c'est une race d'orques plus costaud. Voilà. On sait pas d'où ils viennent exactement, mais voilà. Donc non, c'est pas croisé avec des humains. Par contre, les demi-orques, effectivement, ça va être des orques plutôt costauds parce ils ont été justement métissés avec des hommes, donc un peu plus intelligents, plus costauds. Eux aussi sont à redouter, d'accord? Mais ça, c'est des demi-orques, c'est pas des Uruk-hai. Et donc ces demi-orques, ces Uruk-hai, ces, hommes du pays de Dain, donc ces Dunlandings, vont être envoyés à l'assaut du Rohan. On le voit dans les films, vite fait. On leur dit: «Ouais, allez Saruman, on y va». Ouh, et là ils y vont, ils pillent et cetera. Mais ce qu'on sait pas, c'est que les Dunlandings vont participer à une très grande bataille. Et donc non, pas les Champs du Pélénor comme tu l'as dit tout à l'heure, mais une autre, très intéressante aussi, qui est incroyable, qu'on voit dans les films également, qui termine les 2 tours dans les films. Allez-y, c'est facile. Je vous la laisse celle-là, je vous la laisse. C'est une interrogation surprise. Vous l'avez celle-là, vous l'avez. Pour l'instant, je suis en train de regarder si je peux vous avoir une map. Non, bah, ça sert à rien en vrai. Hop là, la bataille de Fort-le-Corps. Putain, tu dit la bataille de Fort-le-Corps, tu un bon toi. Oui, effectivement, c'est la bataille de Fort-le-Corps ou la bataille du gouffre de Helm comme on l'entend parler. Bah si, c'est la bataille de Fort-le-Corps. Non, mais c'est exactement ça. Fort-le-Corps, c'est la forteresse. Le gouffre de Helm, c'est la zone géographique où ils sont. C'est un gouffre, d'accord, dans les montagnes. C'est pas le gouffre de Helm parce que c'est là que s'est terré Helm, pendant le long hiver et pour survivre à Wolf. Donc c'est la bataille de Fort-le-Corps, exactement. Et cette bataille, il y aura effectivement des Dunlandais. Bataille que, vous avez tous vu les films, finalement va être perdue par Saruman, d'accord? Donc je vous ai mis quelques citations du livre, comme par exemple: «N'est-il pas dit qu'aucun ennemi n'a jamais pris Fort-le-Corps si les hommes la défendaient?» C'est ce que dit Aragorn à Théoden, alors que, ils étaient à 2 doigts de perdre à ce moment-là. D'ailleurs, il le dit dans le film. C'est scène incroyable du film, n'est-ce pas? Où, tu as parlé tout à l'heure de Fort-le-Corps, sinon je pense que j'aurais oublié. Effectivement, mais effectivement, enfin, il faut savoir que c'est extrêmement important pour les Dunlandais et vous allez savoir pourquoi. Parce qu'en fait, justement à ce moment-là, n'est-il pas dit qu'aucun ennemi n'a jamais pris Fort-le-Corps si les hommes la défendaient? C'était la phrase que dit Aragorn à, Théoden. En vrai, je pense que je peux vous le trouver.
c'est bien, c'est que c'est interactif. On a carrément un film sur le sujet. Voilà, ça se rentrera plus dans le nez. Alors, bataille du gouffre de Helm, charge, défense du bastion. Je sais pas si tu peux la trouver. À ce moment-là, là. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, mais à ce moment-là, bon, là, tu vois, dans le film de Peter Jackson, très mal fait, techniquement. Il n'y a pas que des Uruk-hai. Il y a des Semi-Orcs, des Dunlandais, d'accord? Très confidentiel. Pas grand monde connaît. Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Regarde, voilà. Là, Théoden, il est en train de perdre. Et là, c'est la phrase arrive. Théoden commence à perdre espoir. Et donc, cette phrase du livre a été dite dans le film, et c'est ça qui est cool. Voilà. Ah oui. Bah après, je sais pas, excusez-moi, oui. Ça va là ou quoi? Bref. De morts. Mais que peuvent les hommes face à tant de haine? Donc là, c'est vraiment voilà, la meilleure scène de tous les temps. Venez Incroyable. avec moi. On se le regarde, ce que je kiffe trop. Venez à leur rencontre. Pour la mort et la gloire. Pour le Rohan. Pour votre peuple. Théoden. Le soleil se lève. J'ai son épée. J'ai son épée avec moi. Attendez ma venue. Je trouve le plafond aussi. À l'aube. Regardez à l'est. Je suis un fanboy. Je suis un Zano, moi. Oui, Qu'importe le courroux. Non, c'est pas qu'il dit. oui. Qu'importe le courroux et qu'importe la ruine et que l'homme soit rouge. Le Helm, mes amis, va retentir dans le gouffre. Avec le corps de Helm qui est Une dernière fois. le corps. Oui. Genre, c'est le maximum des bits que vous pouvez me donner. Non, non, c'est les plus gros raids, je crois, je sais plus. Voici venue l'heure de tirer l'épée ensemble. Ça, c'est mon. Ça pour la ref, c'est mon truc d'abonnement aussi. Quand vous êtes abonné depuis très longtemps. Non, non, c'est là, regarde. C'est là. Cruauté, réveille-toi. Qu'importe le courroux, qu'importe la ruine, et que l'aube soit rouge. Ah oui, ah oui, ah oui. Bref. Courez en ligne. Donc là, incroyable ce qui se passe. Évidemment, il charge. Eh ben justement, on en a parlé. On en a parlé tout à l'heure. C'est qui Orlingas? On a parlé de qui tout à l'heure? Donc après, bon, la charge, tout ça. Gandalf arrive. Ça, c'est pas dans le film du tout. Enfin, si, c'est dans le film. C'est dans le film, je veux dire. Ça se passe pas exactement comme ça. Eorl le Jeune, exactement. C'est exactement Eorl le Jeune dont on parle. Parce qu'en fait, dans la langue, parce que comme je l'ai dit, Tolkien, c'est un grand linguiste. Et en fait, j'ai tout écouté pendant que je n'ai pas succédé, c'est passionnant. Merci Liwan, ça fait super plaisir d'entendre des trucs comme ça. Merci déjà d'être là, c'est super plaisir ça fait super plaisir d'avoir des gens qui s'intéressent, ça fait super plaisir. En fait, Eorl le Jeune, enfin Eorl dans... Merde, qu'est-ce que je raconte? Dans la langue des Rohirrim, en fait, Ingas, d'accord, c'est un truc que tu mets à la fin d'un mot. Ingas tout seul, ça veut dire peuple. Et voilà, t'as compris. Du coup, t'as compris. Donc Eorlingas, ça veut dire le peuple d'Eorl. Parce qu'en fait, effectivement, les Rohirrim s'appellent aussi beaucoup entre eux. Ils s'appellent les Eorlingas. C'est le peuple d'Eorl. C'est les descendants de Eorl le Jeune qui a fondé le Rohan, en fait. D'ailleurs, tu trouveras ça dans toute l'histoire. Et d'ailleurs, je pense que dans la guerre contre des Rohirrim qui sort en janvier, on parlera beaucoup aussi d'autres termes qui vont être utilisés. Par exemple, il y a eu de très très grands rois chez les Rohirrim. On a parlé de Helm tout à l'heure. Et effectivement, il y en a beaucoup aussi qui disent Helmingas. Les Helmingas, c'est le peuple de Helm, tu vois. Je balance, mais elle a posé des questions, il faut reprendre les questions depuis le début. C'est pour ça que je fais ce genre de petits trucs aussi, qu'on puisse discuter, en fait. C'est ça qui est cool. Même si des fois, je trouve que je suis pas très clair. Si au moins vous avez une question, vous la posez, et moi, je peux essayer d'y répondre le plus clairement possible. Mais du coup, Eorlingas, ça veut littéralement dire le peuple d'Eorl. Et du coup, c'est pour ça que quand les Rohirrim chargent, ils disent pour Eorlingas. En gros, ils disent pour le peuple d'Eorl. Pour eux, en fait.
Moi, j'ai connu l'autre super tard. Même en vrai, il y a beaucoup de gens qui ont connu tard. J'ai une question, vas-y Paragon, même si je sens que ça va être juste une blague, comme d'hab. Mais du coup, le temps que tu poses ta question, il va y avoir cette charge désespérée. Finalement, le Rohan gagne à la bataille, à la bataille du gouffre de Helm. Ils vont exterminer, les Uruk-hai, les orques et les semi-orques, les demi-orques, qui vont être exterminés notamment par la forêt. Vous savez, la forêt de Fangorn, les Ents qui se sont déplacés avec les Huorns. On a cette scène dans le film, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où du coup tous les orques fuient dans la forêt et la forêt détruit l'armée orque. Attendez, on va peut-être pouvoir trouver ça. Euh, Forêt gouffre de Helm. Je sais pas comment le dire pour. Non, ça c'est le truc qu'on a déjà vu ça. Alors, je sais pas si vous pouvez trouver. C'est une scène très précise, donc je sais pas si on va la trouver, mais bon. Euh... Et c'est là où il y a une scène vraiment culte où il y a Gandalf qui dit la bataille pour le gouffre de Helm est terminée, celle pour la Terre du Milieu ne fait que commencer. C'est très très stylé. Moi je trouve cette scène très très stylée. Mais je trouve pas, c'est pas grave. Pourquoi les Rohirrim sont tellement stylés, bien plus que les autres peuples? Ça, c'est une vraie question, ça. Tu l'as même pas fini d'ailleurs, Ewan. Avec les arbres qui bougent. Oui, j'ai vu la fin que récemment. Eh bien en fait. Ah, mais du coup, j'aimerais bien te trouver la scène en fait. Huorn. Ah, bah putain, mais je l'ai trouvé. Elle est en anglais. Mais bon, pas grave. À la fin de la bataille du gouffre de Helm, vous voyez, donc là, il y a eu ils ont gagné. Les orques, et du coup, dans le livre, bien sûr, les Dunlendais et les demi-orques, tout ça, vont fuir également. Les Dunlendais, à la différence des orques, qui vont pas forcément fuir, eux, en fait, ils ont compris que c'était terminé pour eux. C'est des hommes, ils ont ils ont des sentiments, tu vois. Et eux, ils vont comprendre que c'est fini, qu'ils ont perdu. Et en fait, ils vont se rendre. Ceux qui sont encore en vie vont se rendre. Là, les Huorns. Là, à la base, il faut savoir qu'il n'y a pas de forêt, d'accord? À cet endroit-là, il n'y a pas de forêt normalement. Et en fait, c'est la forêt de Fangorn, c'est les Ents de Fangorn qui ont envoyé les Huorns de Fangorn. Qu'est-ce que sont des Huorns? Ce sont des arbres qui bougent, tout simplement. Et en fait, voilà. Là, eux, ils comprennent très bien ce que c'est. Gandalf, il sait très bien ce que c'est, lui. On reste loin des arbres, il n'y a pas d'arbres normalement. Et là, les orques qui vont s'enfoncer. Donc ça, c'est une scène qu'on voit que dans la version longue, je crois. Que va-t-il se passer? Même si c'est très pixelisé parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Hein. Voilà ce qui va se passer. Les orques vont être exterminés par la forêt qui a été déplacée par Sylvebarm. Il y a beaucoup d'arbres, exactement. En fait, une fois qu'ils vont être dans la forêt, les arbres qui détestent les orques. Pourquoi? Parce que les orques coupent les forêts, en fait. Donc les Huorns ont énormément de rancœur envers les orques. Donc forcément, une fois que Gandalf et surtout Merry et Pippin, parce que dans le film on le voit, vont réussir à soulever Fangorn, bref, ils vont se mettre avec eux. Mais oui, si tu l'as vu qu'une fois, des fois il y a tellement de trucs à regarder que c'est compliqué. Hein. Surtout, ça fait longtemps que tu l'as vu. Hein. Mais bref, tout ça pour dire que on en revient sur les hommes du pays de Dain. Effectivement, ces hommes du pays de Dain, eux là, vont se rendre. Ce sont des hommes, d'accord, qui vont compris et vont se rendre. Et là, d'ailleurs, cette phrase dans le livre Le Seigneur des Anneaux, livre 3, chapitre 8, aucun des orques ne demeurait en vie. Leur corps était innombrable. Mais bon nombre des hommes des collines s'étaient rendus. Ils avaient peur et demandaient merci. Et c'est ce qu'ils vont avoir. Parce que, on peut donner la suite, parce que je l'ai mis derrière, on va enfin avoir la paix entre le Rohan et les Dunlandings. Je me souvenais pas du tout non plus. C'est une petite scène, effectivement. Je suis pas sûr qu'on voit. Elle est pas dans la version courte, c'est peut-être pour ça. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que le capitaine donc dans le Rouen, je sais plus lequel c'est, parce que Amma est mort, donc je pense que c'est l'autre, qui du coup dirige la reconstruction et du coup là en fait il brûle les corps des orques, etc. Bref, il s'occupe de tout ça. Il va vers les hommes du pays de Dain. Il me semble qu'elle est pas dans la version courte, non.
il va aller voir. Ah, c'est Erkenbrand, c'est marqué là. Bah oui, Erkenbrand, c'est le grand seigneur de Gouffre de Helm à l'époque, hein, à cette époque-là. En fait, il faut savoir que le Gondor est séparé en trois. Tu as l'ouest, le centre et l'est. L'ouest est dirigé par Erkenbrand, qui dirige à Gouffre de Helm. Tu as Théoden, le roi, donc qui est à Edoras. Et tu as le fils de Théoden, Théodred, qui est à l'est. Et du coup, Erkenbrand va vers ses hommes du pays de Dain, et voilà ce qu'il dit. Non, donc livre 3, chapitre 8 également. Maintenant, aidez à réparer le mal auquel vous avez pris part, dit Erkenbrand. Ensuite, vous jurerez de ne plus jamais passer les gués de Lysen en armes, ni marcher avec les ennemis des hommes. Et alors, vous irez librement retrouver vos terres, car vous avez été floués par Saruman. Main d'entre vous ont trouvé la mort pour lui avoir fait confiance, mais eussiez-vous vaincu que votre rémunération du guerre était meilleure. C'est ce que dit Erkenbrand aux hommes du pays de Dain. Et c'est d'ailleurs la phrase d'après, hein, qui est dite juste après. Les hommes de Dunland furent grandement étonnés, car Saruman leur avait dit que les hommes du Rohan étaient cruels et que tous leurs prisonniers étaient brûlés vifs. En fait, c'est à ce moment-là que, disons, le Rohan fait la bonne décision, en fait, je pense, de mon point de vue, qui est de dire, bon, la guerre, il y en a marre, hein, d'accord. Là, en plus, eux, ils savent que Saruman les a floués parce qu'en fait, eux-mêmes ont été floués par Saruman. Je rappelle que Théoden a été corrompu par Saruman et que d'ailleurs, même à l'intérieur du Rohan, d'accord, il y a plein de Rohirrim qui ont été corrompus par Saruman. Donc, ils savent de quoi Saruman est capable et donc ils savent qu'ils ne sont pas là pour rien. C'est les seuls hommes qui arrivent de l'armée de Saruman qui ont des sentiments et ils savent. Donc, c'est un peu la meilleure chose à faire, c'est de dire, bon, on sait que vous êtes des victimes en fait. Donc, on vous laissera partir si vous jurez qu'on fait la paix. En gros, c'est ça, quoi. De plus revenir. C'est pour ça qu'ils disent que Tolkien prend bien le temps de marquer le mot en armes. Vous ne traverserez jamais le gué de Lysen en armes, plus jamais. C'est pour dire, vous ne repasserez plus jamais pour faire la guerre. En fait. Je rappelle, le gué de Lysen, pourquoi je parle du gué de Lysen? C'est ça le gué de Lysen. C'est la limite ouest du Rohan, d'accord? Et donc la limite est du pays de Dain. C'est là où il y a Isengard, en fait. Et donc, c'est là que commence enfin la paix entre les hommes du pays de Dain et le Rohan. Et d'ailleurs, même les hommes du pays de Dain vont enfin comprendre, enfin, même si effectivement il y avait de quoi avoir une rancœur parmi tout ce que je vous ai raconté, mais pour se dire, bon, effectivement, peut-être vaut mieux vivre en paix avec un peuple qui en plus est très proche d'eux, parce qu'il y a beaucoup de mélange, il y a beaucoup de métissage entre les deux peuples. Et donc, c'est à ce moment-là que, à partir de la guerre de cette guerre du gouffre de Helm, de la bataille du gouffre de Helm, et à la fin de la guerre de l'anneau, que tout va rentrer dans l'ordre. D'ailleurs, quand Aragorn deviendra roi du Gondor et du Rohan, l'Arnor va être reforgé et en fait, Aragorn va jurer allégeance, enfin pas allégeance, mais va dire à ce peuple qu'il reste en paix et qu'on les laissera tout le temps tranquilles. Donc, ce sera le cas pour eux aussi. Le seul truc qui va se passer, c'est que le chemin vert va retrouver son action. Donc, le chemin vert, ça rejoignait le Gondor et l'Arnor. Donc, il y avait plein de marchandises et tout qui passaient par là, plein de trucs qui passaient par là. Donc, c'est aussi un peu leur région, donc les Nedveis, du coup, donc, et le pays de Dain, va aussi revivre, entre guillemets, parce qu'il va être un peu ouvert à la mondialisation, entre guillemets, mais surtout, du coup, au fait qu'ils sont plus du tout forcément isolés, qu'ils vont pouvoir vivre tranquilles et faire leur vie avec leur commerce s'ils en ont besoin. Ils vont participer à la libération du Gondor, les Dunlanding ensuite, non. Mais en même temps, ils ont eu tellement de pertes, en fait, ils vont retourner chez eux, libres, tout simplement. Franchement, c'est plus intéressant l'histoire de la Terre du Milieu que l'histoire de l'Europe. Mais oui, mais Tolkien, il a fait un truc de fou. C'est ça qui est assez fou, je trouve. Surtout qu'en plus, comme c'est quelqu'un qui l'a écrit, ça se finit bien. Tu vois, alors que l'histoire de l'Europe, ça se finit jamais bien. Mais bon, voilà, par exemple, bon, la guerre continue, la guerre de l'anneau continue, mais pour les Dunlandings, finalement, ça se finit bien. Parce qu'en fait, ils vont retrouver leur terre, qui est assez grande, hein, les Nedveis, ils ont de quoi. Ils sont très peu peuplés, les Nedveis, très peu peuplés, c'est un petit peuple. Ils vont repartir libres. Et là, à ce moment-là, ils comprennent que le Rohan n'est pas leur ennemi. Et donc, tout va finir par s'arranger, entre guillemets. Je sais pas si. Voilà, non, je me disais bien, je n'avais pas fait d'autres trucs parce que là, on arrive à la fin. Donc, je n'ai pas fait d'autres diapos, puisque tout simplement, c'est fini. Donc là, j'ai mis la scène, justement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène dans le film où, justement, en fait, Saruman embrigade ces hommes du pays de Dain. Et en fait, je voulais terminer par cette image parce que, justement, là, vous savez, c'est un peu comme le Moyen-Âge aujourd'hui. Le Moyen-Âge,
après le Moyen Âge, c'est vraiment on a dit: «Tiens, ça c'est le Moyen Âge, justement, c'est l'âge sombre de l'Europe, ça pue, tout le monde puait, c'était que des pays. Alors que pas du tout, hein. Il y a eu beaucoup d'avancées, sur plein de trucs, sur la science, la guerre, sur plein de trucs. Les gens étaient pas des gueux, tous des gueux, quoi. Mais c'est un peu pareil. En fait, ce qui s'est passé là avec, Peter Jackson, c'est qu'en gros, il a pour faciliter le fait de dire que les hommes du pays de Dodin se sont battus pour Saruman, eh ben, en gros, voilà, c'est des barbares, c'est des gueux qui veulent juste reprendre le Rohan parce que c'était leur terre avant, basta, hop. Du coup, voilà, ils ont fait des fourches, des trucs comme ça. Non, hein, en vrai, techniquement, d'après Tolkien, c'est quand même et d'ailleurs, en plus, c'est des blancs, alors que là, c'est des blancs qui ont été pris ici, alors que normalement, ils sont censés avoir la peau basanée, d'après Tolkien. C'est leur peuple qui est comme ça et donc en fait, chez Tolkien, c'est vraiment pour eux, c'est des Celtes, d'accord? C'est vraiment inspiré des Celtes, les pays de Nord. Donc, c'est plus ce que je vous ai montré là, quoi, tu vois? On est plus sur des soldats, mais qui bah, ça peut être des soldats, quoi, ils sont pas débiles, d'accord? Il faut qu'Eldra soit prof d'histoire. Bah, je sais pas, peut-être. Mais moi, je trouve que je suis pas très clair, donc par contre, en vrai, je suis aussi d'accord avec Eldra, c'est un prof d'histoire, elle serait incroyable. Il y a des profs d'histoire pas ouf, c'est gentil. Mais étonnamment, ça pose problème à personne dans ce sens-là. C'est-à-dire? Oui, oui, le fait qu'ils aient pris beh, c'est ce que je disais. Tu vois, justement, je voulais en venir par là, c'est-à-dire que dans la série qui est sortie, bon, oui, ils ont mis des gens, ils ont mis des elfes noirs et cetera. Franchement, moi, ça m'en bat les couilles complet. Au contraire, les acteurs sont très bien, je m'en fous complet. D'un côté en fait, comment dire? Moi, je comprends moi, ça me saoule que ça pose problème aux gens, bon, on va pas rentrer dans le débat, mais, aux gens, par pur racisme, d'accord? Moi, je connais plein de gens, d'accord, qui sont fans de Tolkien, moi y compris, hein. Effectivement, quand on lit Tolkien, en fait, lui, il a fait le but de Tolkien à la base, c'est, faut savoir que tous ces peuples, ils sont censés redonner un peuple dans la vraie vie. Les hobbits, c'est censé être, un peu les anciens anglais et cetera et cetera. Donc lui, vraiment, il a fait ces trucs-là. Hem Donc là, tu vois, pour les pays de Dain, lui, en gros, entre guillemets, c'est les ancêtres des Celtes. Dans le Harad, c'est les ancêtres de ceux qui vivent en Afrique, et cetera. Donc effectivement, à chaque fois qu'il décrit un peuple, il décrit sa couleur de peau, sa couleur de cheveux, sa couleur. Voilà. Les Rohirrim, c'est les anciens Anglais, en fait. Voilà. Bon. Les elfes, c'est les FR. Non, les elfes, par contre, les elfes, c'est purement enfin, de la fiction, entre guillemets. Ils n'existent plus. C'est pour ça qu'à la fin de Seigneur des Anneaux, en fait, ils s'exilent vers les terres immortelles. Lui, c'est les hommes qui restent à la fin, quoi. Il a dit que c'était les attends, il a dit que c'était les Français pour parce que Tolkien n'aimait pas les Français. Il n'aimait pas les Français et il disait qu'ils cuisinaient mal. Il n'avait rien compris. Là, si je peux dire un truc où Tolkien, je te dis: t'es nul», ah, c'était là. Non, franchement, Tolkien, tu autant la vie anglaise, j'avoue qu'il vivait, la bonne vie anglaise est très stylée, mais non, de là à dire que les Français cuisinent mal. Les Français, c'est les nains et les nains écrasent de fou. Il a chié dans la colle sur le coup. Ah là, il a chié dans la colle, je suis un peu d'accord. Laissez-moi croire, OK. Mais je crois il l'avait dit, je crois, attends, c'est qui? Les Français? Je crois qu'il l'avait donné un peu, mais je regarderai. Qui aime les Français? Pas grand monde et du coup, forcément. Mais je les comprends et je le comprends très bien. C'est pas de là que je lui en veux pas, hein. C'est pas de pas aimer les Français, c'est de pas aimer la bouffe française. Parce qu'autant je comprends qu'on peut pas aimer toute la bouffe française, autant de là dire qu'elle est objectivement nulle. Non, autant on est des gros cons les Français, autant on bouffe, on se démerde quand même. On peut pas dire le contraire. Mais bon, ça c'est moi. Quand on est britannique, c'est un comble. Oui, voilà, surtout quand on est britannique, de dire que la bouffe française, elle est pas ouf. Frère, bon, tout le monde entier s'accorde à dire que ta bouffe n'est pas ouf, respecte-toi. Mais bon, voilà, Tolkien, il a fait des trucs de fou derrière, il a fait un monde extrêmement complexe et donc en fait, vraiment, ça a un sens, hein. Tous ces peuples ont un sens par rapport au truc de effectivement, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y en a qui se défendent. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut vraiment faire gaffe. Il y a des racistes, je le dis, hein, sans peur, qui s'approprient le fait qu'effectivement Tolkien a bien décrit chaque peuple en disant: «Là, c'est des peuples noirs, là, c'est des peuples basanés, là, c'est des peuples, à la chevelure blanche», pour dire: «On veut pas vous voir dans nos films. On veut pas voir ces acteurs-là dans nos films». Et là, c'est catastrophique. Et à partir de là, c'est catastrophique. Parce que et puis ceux qui ne le sont pas, hein, et qui sont quand même fans de Tolkien vont dire: «Mais on s'en fout. C'est une adaptation, c'est des acteurs. Si ça te sort de ton film, c'est que tu es raciste». Bon, voilà. On va s'arrêter là, mais moi, c'est mon point de vue. C'est-à-dire qu'effectivement, Tolkien a bien décrit tout ça, donc si tu suis, tout, effectivement,
Si tu parles en fait, si tu prendrais une série si tu fais une série avec la Terre du Milieu, ouais, tu pourrais faire un truc de ouf. Comme dans Game of Thrones, en fait, au final, tu vois? Dans Game of Thrones, effectivement, quand on parle de tous les peuples différents, eh beh, tu vas pouvoir avoir plein de cultures différentes qui vont se mélanger et c'est trop cool. Là, bah, tu parles que d'un truc de la Terre du Milieu où techniquement il y a que des blancs. Non, c'est bon, on en a marre, c'est fatigant. Je sais pas si tu connais Tropper Eldrath, mais il a fait 2 vidéos, il compare le nain au FR et Saruman à Pétain, ce qui n'a pas été dit par Tolkien, au contraire, mais vachement intéressant, va regarder sa chaîne. Alors, oui, mais Tolkien, il faut savoir quand même que Le Seigneur des Anneaux, d'accord, a été écrit par Tolkien de base, hein, pour dénoncer plein de choses, hein. Tolkien a fait la guerre, Tolkien a fait la Seconde Guerre mondiale. Et donc en fait, Le Seigneur des Anneaux est quand même une œuvre qui est beaucoup touchée, contrairement au Hobbit, par les vices des hommes, d'accord? Donc la guerre, effectivement, la guerre de l'anneau, elle est vachement inspirée de la Seconde Guerre mondiale. Saruman, par exemple, il faut savoir que ça, je crois que Tolkien l'avait dit, mais en gros, Saruman, lui, c'est une allégorie une métaphore même plutôt, de l'industrie. Tolkien aimait beaucoup la nature, d'accord? Et ça se ressent dans ses livres, La forêt qui se défend, et cetera, et cetera. Et en fait, Saruman, c'était vraiment l'allégorie de l'industrie dans le monde des hommes. Ce qu'elle fait et pour lui, en fait, pour lui, l'industrie, c'est quelque chose de mal. C'est quelque chose qui dénature la nature justement, qui en fait, ça nous fait oublier, les belles choses de la vie. Et donc, par exemple, il y a des choses comme ça qu'on peut remarquer et en fait, Saruman, c'est pour ça que d'ailleurs dans son livre, il le dit, heu les forêts dévorées par les flammes de l'industrie, tout ça, dans les faits dans le film, on le dit également, Saruman le dit lui-même. Tous ces gens-là, ne bronchent pas quand des peuples censés être noirs sont joués par des blancs. Bah, exactement. Tu vois, là, par exemple, j'aurais dit: «Justement, on a les hommes du pays dedans, ça aurait été trop cool qu'on ait des hommes basanés». Justement, si Tolkien si tu vas par là, très bien, Tolkien dit que, les hommes du pays dedans sont un peuple à la chevelure brune et basanée. Regarde, là, ils sont blonds et blancs. Bravo! Et là, ça gueule pas là, hein. Là, ça gueule pas. Enfin bref, vous avez compris mon idée, quoi. Mais bon, là, après, c'est un débat de société. En tout cas, bon, on peut continuer de discuter. Au contraire, je suis content si vous avez des questions, si vous voulez discuter des débats qu'on a là. J'annonce juste que j'ai terminé avec la vulgarisation d'aujourd'hui. Elle a duré finalement beaucoup plus longtemps que prévu. En fait, je parle beaucoup, mais surtout, comme je vous l'ai dit, et ça a duré beaucoup plus longtemps grâce à vous. Merci d'avoir participé. Ça m'a fait super plaisir parce que en fait, je travaille quand même pour faire ces trucs-là. Du coup, c'est toujours trop cool quand il y a des gens qui sont là pour le suivre. C'est quand la prochaine? Eh ben, c'est quand on arrivera au Rouen. J'arrive à la fin. Eh beh, oui! C'est ça d'avoir cours aussi. Comment ça va, Chloé? Non, tu arrives à la fin. Dommage, hein, mais tu as la rediff si tu veux. Mais bon, j'ai tellement parlé que la rediff va être longue. En vrai, ça va durer 1 heure et demie, je pense, la vulga, là. Un peu moins d'1 heure et demie. D'ailleurs, il faudrait que je prenne la vulga, que je le poste sur ma chaîne VOD quand même. Ça, c'est des trucs intéressants à mettre sur les VOD. Comme je t'avais dit avant, tu faisais le jeudi soir et je pouvais pas voir. C'est vrai ça, mais maintenant j'ai décidé effectivement de le faire à 18h. Pourquoi? Alors je m'explique pourquoi. Parce que je me dis que déjà je le fais pas en tout début de stream, donc comme ça laisse le temps aux gens de voir le stream et de venir. C'est une méthode de le voir. Bonne soirée courte paille, merci beaucoup à toi d'être passé. Et de 2, en fait ça me permet à la fois de commencer à 16h, de faire un peu de Lord of the Rings Online, comme ça on se met dans le bain, et après on enchaîne sur la vulga. Et je me dis que ça reste une horaire où il y a des gens qui rentrent du taf et ils peuvent se poser devant, et comme ça ils ont leur soirée aussi, tu vois? Effectivement, c'est pour ça que j'ai finalement fait ce choix. Mais du coup, toutes les vulgas que j'ai fait avant, effectivement, je ne les ai pas partagées. Petite partie de Baldur's avec la rediff. Bah voilà, Chloé, t'as tout compris, t'as 2 écrans en plus. Et effectivement, toutes les anciennes, je ne les ai pas faites. Hem et je suis désolé pour ça. Il y a pas les VOD, je crois pas qu'il y a les VOD. Moi, ça m'arrange que ce soit le jeudi. Bah parfait alors. Comme ça, vous serez là pour les prochaines. Et ben, vous savez quoi, les amis? Là, j'en ai parlé, j'ai vu que ça vous avait intéressé pas mal. Je sais pas quand est-ce qu'on va arriver au Rouen, mais ça ne saurait vraiment tarder. Donc, moi, c'est la toute première vulgarisation que j'ai fait sur cette chaîne, c'était l'origine des Rohirrim. Oh ben, on va la refaire. Vous savez quoi? On va la refaire. Je crois que je dois avoir le diapo quelque part que j'avais fait. Arriver à Rouen, c'est loin. Ouais. Mais du coup, dans Lord of the Rings Online, on arrive bientôt au Rohan. Donc, normalement, la prochaine vulga va toucher au Rohan. Donc, on va parler du Rohan, je pense, la prochaine fois. Parce que sur YouTube, ça se regarderait plus facilement que des let's play, de mon avis perso. Mais tu as raison. Mais je crois que j'en avais mis. J'avais fait une chaîne particulière pour ça. Est-ce que finalement, je la mettrai pas sur la même chaîne que mes VOD? En tout cas, les VOD, je peux les mettre comme ça et peut-être un jour les retravailler, je ne sais pas. Je peux regarder sur YouTube.
En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je suis encore là. Parce qu'en fait, j'avais une chaîne qui s'appelait Aller et retour tout court. Il y a pas de subscriber dessus. Est-ce que j'avais mis les vidéos dessus? Ah si, il y en a. Oh mais elle y est! Elle y est! Mais je vais pouvoir vous la reposter sur mon autre chaîne si vous voulez. Regardez, je vous envoie la petite chaîne que j'avais fait exclusivement pour les allers et retours. Ah mais je les ai fait jusqu'à tard en fait. Putain, j'ai pas mis la forêt noire et tout. Oh trop cool. Attendez, je vous la mets. Je me suis trompé, je voulais le mettre là. Non, en gros, il dit, c'est dommage que j'ai pas mis mes anciennes sur YouTube. Anciennes VOD sur YouTube. Là, on peut se mettre en discussion. Ça, c'est la chaîne aller-retour que j'avais créée uniquement pour les pour du Tolkien. Abonné. Ouais, bah après, du coup, je sais pas s'il fait continuer à les mettre là. En fait, à la base, je voulais vraiment la dédier à Tolkien, effectivement. Mais je me dis que si je me disperse trop, c'est peut-être pas bien. Donc, je pense que je vais les reprendre et les remettre sur ma chaîne, du coup, VOD de Twitch, ma chaîne Twitch, enfin, oui, ma chaîne qui dépend de ma chaîne Twitch, quoi. Et faire une playlist exprès, Histoire de la Terre du Milieu. Comme ça, je regroupe tout. Parce que si je me disperse, bah, en fait, c'est pas dans mon intérêt, je pense, au final. Je voulais parce que je voulais pas que les gens bah, se disent ouais, bah, si les jeux vidéo ça les intéresse pas, mais qu'ils s'abonnent à moi, tu vois. Mais en fait, c'est moi, c'est les deux. Mais non, on la connaît pas, bien sûr, on la connaît pas. Bah, du coup, vous voyez là pour l'instant, sur cette chaîne-là, je vais vous la montrer. Bah, justement, ouais, c'est moyen de la ramener sur la chaîne. Et en fait, il y a 3 vidéos, donc il y a effectivement l'origine des Rohirrim. Ok, donc, vous voyez, c'était il y a longtemps, c'est la toute première. J'étais à Castres, c'était il y a plus de 2 ans. Hein. Et en plus, oh c'est vrai, maintenant que j'ai un nouveau PC, faut que je le refasse. J'espère que ça crachera pas. Parce que c'était trop bien, ça j'adorais. En fait, au tout début, j'avais une carte. À chacun de mes trucs, j'avais une carte. Et en fait, avec ma tablette graphique, je dessinais. Comme ça, on voyait bien les mouvements, etc., des populations, etc. Il y avait les couleurs. C'était super ludique, c'était tellement mieux. Et donc, je referai ça maintenant. C'était tellement mieux. Je referai ça maintenant. Parce qu'en fait, vous voyez, avant, avec mon ancien PC, quand je streamais du PowerPoint, ça crachait au bout d'un moment. Du coup, j'étais obligé de passer en PDF. Et PDF, je pouvais pas les dessiner dessus, il fallait payer. Du coup, maintenant que j'ai pu le refaire sur PowerPoint, vous avez vu, là, ça n'a pas crash. J'ai même pas fait gaffe. Je pourrais ressortir la tablette graphique. C'est de pas trop subir. Oui, mais t'as raison, Zakan. Mais c'est pour ça que je pense que je vais les. Là, ça, c'est ma chaîne. Donc, je vais pouvoir reprendre les vidéos et les transférer sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais poster cette vidéo-là. L'origine des Rohirrim. Donc, ça, c'est la première que j'ai fait. D'accord? Live marche. Qui avait. Donc, c'était il y a pas mal d'années. Oh, mince. Donc, vous voyez, c'était le même format. Hein. J'ai gardé le même format globalement. Je sais pas si j'ai mis quelques vidéos, mais je pense que oui. D'ailleurs, comme c'est PowerPoint, je vais pouvoir même intégrer maintenant les vidéos. Et j'y pensais pas, mais je le faisais pas parce que je passais en PDF. Mais je vais pouvoir réintégrer carrément des vidéos dans les PowerPoint. C'est ça qui est bien avec les PowerPoint aussi. Et donc vous voyez, là, voilà, j'avais fait un gros truc. Hein. L'histoire des Rohirrim, elle est très complète. Hein. Ciao, Parangon, merci beaucoup d'être passé, ça fait super plaisir. Donc, sachez que je pense, du coup, il est dans mon ancien PC. Il faudra que je rallume mon ancien PC, je récupérerai cette diapo. Parce que je pense que simplement, en fait, c'est peut-être cool avec les nouvelles personnes qui sont ici, parce que vous voyez, il y a plein de personnes qui étaient là à l'époque qui ne le sont plus aujourd'hui. Il y a des nouvelles personnes, bah, que je le refasse comme ça, vous pouvez poser des nouvelles questions, etc. Parce qu'en fait, on va arriver au Rohan, donc c'est techniquement le moment de le faire. Pourquoi j'avais fait celle-là au tout début? Parce que c'était la première vulga que j'ai fait et j'adore le Rohan, donc c'est pour ça que j'ai fait celle-là. Donc, ce sera l'occasion de refaire l'origine du Rohan. Et en fait, vous allez voir, avec le pays dedans, il y a tellement de recoupements que j'en reparlerai. Et je pense que c'est le bon moment d'en parler parce que d'ici là, peut-être que ce sera tout simplement à peu près le moment où sortira bah, du coup le film La guerre. La guerre des Rohirrim, un film qui sort en début d'année si je dis pas de bêtises. C'est un film d'animation style. Attends, c'est pas ça, non? Mais c'est pas du tout ça? Si?
Ah si, c'est ça, pardon. Donc c'est, je l'avais jamais vu le trailer. J'ai jamais vu le trailer, on va le regarder ensemble. Je sais pas pourquoi je savais pas que bref, j'avais juste eu l'annonce. Donc c'est un film d'animation qui est fait mais donc là, vous voyez, There was an older tale. Helm point de marteau, effectivement, il est souvent présenté avec un marteau. Alors là, je pense que c'est oh oui, oh bah oui, oh bah oui. Et en plus, je trouve ça enfin, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça trop cool, d'accord? Que parce que c'est tellement rare, en fait. Autant des œuvres, asiatiques qu'on prenne à notre sauce européenne, ça, on adore. Mais c'est vrai que c'est pas enfin, en tout cas, en Europe, parce que, en Asie, ils le font déjà, mais, ça revient pas jusqu'en Europe parce qu'on est trop là: «Non, non, mais ils le font moins bien que nous» parce que enfin, je sais pas pourquoi, mais moi, je pense qu'il y a un peu cet effet-là. Le fait qu'enfin les à l'international, hem, les réalisateurs et les artistes asiatiques prennent des monuments, de la littérature européenne pour en faire des bangers comme ils ont l'air de nous sortir là, ce sera même sans doute meilleur que les Européens qui reprennent des trucs et qui modifient tout, quoi. Il y a sûrement plein de rêves que je n'ai pas. Alors oui, mais attends, mais elle avait pas l'épée de Théoden? Écoute, je sais pas en fait de tout ce que de quoi ça va parler. Je sais pas de quelle timeline. Je pense qu'on va parler de Helm, mais je pense qu'on va pas parler que de cette ère-là. Je pense qu'ils vont nous raconter vraiment toute l'histoire du roi, peut-être, hein. Moi, ça m'étonnerait pas qu'ils nous parlent de tout, donc il y ait plusieurs âges différents. On verra. J'ai pas tout compris. Hem, mais après, c'est peut-être une ref, effectivement, c'est l'épée de attends, on va regarder ça. Est-ce qu'il y a un endroit où I on voit pledge bien to l'épée? fight for my king. You know nothing of war. I'm the fastest rider you have. Something to believe Je sais in. pas. En plus, c'est une femme qui est personnage principal, j'ai l'impression, donc c'est trop cool. Parce que du coup, pour se donner une petite liberté, j'imagine, parce qu'effectivement, on parle pas trop de la fille de Helm, hein, à ce moment-là. Mais du coup, je trouve ça cool qu'elle soit mise en avant, parce que du coup, on n'en parle pas, et du coup, c'est là où tu peux effectivement faire le maximum de choses avec, donc c'est trop cool. Ouais, attends, est-ce que c'est vrai que tu pas la vidéo là, t'as raison. Afraid of you. Ouais, alors attends. Je pense pas, non. Je pense pas que c'est une vraie. Non, non, c'est une épée Rohirrim, en vrai, je pense. Non, tu vois, en plus, on dirait plus des ailes, là. Non, mais après, peut-être, hein, tu raison. Non, c'est vrai. Oh non, peut-être, t'as raison, peut-être 2 chevaux, là, comme ça. Peut-être bien, ouais. Elle est où, mon épée? Je l'ai mise où? Ah, elle est là. Effectivement, mais après, c'est l'épée des rois, hein, l'épée de Théoden, techniquement. Peut-être que c'est une ref, hein. Effectivement, c'est 2 chevaux, hein, comme ça, tu vois? Donc peut-être qu'il y a une ref, mais après, de là à dire que enfin, dans le sens où je pense que c'est, ouais, c'est l'épée des rois, quoi. Une épée de noble, le fait que c'est le seigneur des chevaux, donc j'imagine qu'il y a souvent des épées comme ça aussi, je sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, effectivement, non, je pense que ça va parler que du moment de Helm, hein. Effectivement, on le voit, ils se battent contre Helm et You tout. should be. Mais non, franchement, moi, je pense que c'est extrêmement prometteur. Je pense que ça va être trop cool à suivre ce film. J'ai très hâte qu'il sorte, et trop content qu'en plus ça mêle les deux univers, donc du manga, enfin de l'animé et du Seigneur des Anneaux, tant que le truc est banger, moi ça me plaît. Mais d'ailleurs, pourquoi au tout début ils mettent regardez, ils mettent Peter Jackson présente. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, Peter Jackson? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que c'est lui il l'importe en Europe et tout, du coup, il le présente dans le sens: «Regardez ce qui va être fait, c'est banger». Je sais pas. Je ne sais pas. Ouais, arrête de présenter Peter Jackson. Non, en vrai, moi, je trouve ça cool parce que et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, du coup, si Peter Jackson est derrière un peu le truc et tout et que c'est cool, c'est peut-être pour ça aussi que pour la bande annonce, il y avait les musiques de Peter Jackson, auquel cas on pourrait peut-être les retrouver dans le film. Les musiques d'Howard Shore sont, extrêmement banger, donc moi ça me va. Si, rien que pour ça, on peut avoir les musiques du film, de temps en temps des petites refs, attention, moi je veux pas qu'il y ait que les musiques du film. J'aime bien quand il y a les musiques originales de ce film-là et qu'en plus tu as des ajouts, tu sais, de l'ancienne. Parce qu'en fait, tout le monde connaît les musiques du Seigneur des Anneaux aujourd'hui, tu vois? C'est banger. Elles sont tellement incroyables. Howard Shore a fait un travail de fou furieux. Donc bon, hop là.
J'espère qu'il y aura pas trop de fanservice justement. En fait, moi justement, j'ai plus espoir hein, que ce soit mieux fait, par exemple que la série, vraiment des trucs comme ça, parce que justement, c'est pris c'est con, hein, je pense que c'est con ce que je dis, mais pour moi, c'est culturel, je pense, mais en Asie, je pense ils sont pas corrompus par le Hollywood, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je pense qu'ils ont plus, ils sont plus contents par un travail bien fait et je me dis que pour moi, c'est l'espoir du fait de me dire: je pense que ça va pas être, détruit, quoi. Mais tu vois, pour moi, des musiques, c'est le truc le plus discret c'est le truc le plus discret de fanservice, tu vois? C'est pas genre voilà, dans le Hobbit, Gandalf, il se prend le chandelier parce il l'a fait dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois? Et ça, c'est bon. Crée-toi tes nouvelles refs, en fait. C'est pas parce que justement, tu as réussi à créer des refs, Peter Jackson, au début, crée-en de nouvelles. Tu l'as déjà fait. Bon, très bien. Pareil avec le Seigneur avec la série Amazon. On voit que c'est du Hollywood, quoi. Ouais, on rappelle tout. Regardez, ça a marché de fou. Regardez, ref. Ouf, ref. Et voilà. Là, j'ai l'impression que c'est pas trop le cas. De toute façon, je vois pas trop à quoi ils pourraient faire des refs. À part effectivement la musique. Dans le Rohan, ils pourraient peut-être faire des refs au film. Évidemment, ils ont fait des refs au film. Déjà, on l'a vu. Parce qu'en fait, je pense que c'est pour ça qu'effectivement, c'est présenté par Peter Jackson. Parce qu'on a vu que l'architecture, par exemple, des Doras, est extrêmement faite à l'identique de celle des films. Trop de rêves, tu la rêves, sauf quand t'es noob comme moi. Tu captes pas la rêve, c'est vrai. Donc en fait, je me dis que bon, tu vois, ça en soi, c'est une ref, mais c'est pas une ref grave. En fait, c'est une vision qui a été faite et dessinée avec Alan Lee notamment et John Ho, qui sont les deux seuls dessinateurs officiels de Tolkien de son vivant, d'accord. Donc, qui ont travaillé pour le film du Seigneur des Anneaux. Donc, c'est un design qui colle bien avec le film, tu vois. Et du coup, je me dis: «Bon, c'est une rêve, c'est un truc qui a été fait, on l'a vu, on l'a découvert comme ça dans les films, on a tout ce qu'il fait». Il garde l'architecture. Ouais, c'est une rêve logique, c'est pas une rêve qui tu vois, c'est pas un truc qui vient de sortir pour te dire: «Tiens, regarde, toc, 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 ça, c'est une rêve». Non, c'est une architecture, c'est comme je sais pas, tu as 2 femmes avec tu vois, tu as Quasimodo, Notre-Dame de Paris, c'est bizarre, Notre-Dame de Paris, elle ressemble à Notre-Dame de Paris. Voilà, on a tout compris, mais c'est l'idée, quoi. Donc bon, moi, j'ai bon espoir. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai plus espoir en ça j'avais plus déjà de base espoir en ça que la série parce que je savais que c'était pas dans les mains d'une grosse production énorme, je sais pas comment dire. Donc moi, j'ai extrêmement hâte, surtout que ça parle du Rohan, donc moi j'aime. Donc les amis, sachez que la prochaine vulgarisation, elle arrivera pas avant un mois, je pense, c'est possible, parce que le temps que en fait, on atteigne le Rohan avec, dans le jeu, hein, parce que c'est ça le but à la base, hein. Peut-être qu'il y aura, des petites vulgarisations par-ci par-là. Peut-être que je vous referai la vulgarisation sur les Istari, pourquoi pas? Pourquoi vous me direz les Istari? Parce que Saruman est un Istari et on va en parler pas mal. Une vulgarisation que j'aimerais vous faire, qu'on n'a pas faite sur cette chaîne et qui serait en rapport avec le Rohan, c'est la forêt de Fangorn, que j'aimerais bien faire. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre aussi? Après, là, c'est bon, je pense que c'est les 3 prochaines qui peuvent suivre, c'est ça. Sur ma chaîne, du coup, effectivement, vous verrez, il y a celle de l'origine des nains, donc et il y a les Istari. Il y a Istari et l'origine des nains, c'est les seuls et les Rohirrim, c'est les trois que j'ai postés sur mes VOD. Les autres, je les ai pas faites, à mon grand regret. Donc, je vais essayer de les poster sur ma chaîne principale de YouTube et je vous ferai l'annonce sur, mon Discord quand elles seront en ligne, vous inquiétez pas. Comme ça, si vous voulez aller les regarder, vous aurez les VOD. Pour l'heure, si vous voulez regarder la rediffusion de celles-ci, n'hésitez pas, elles sont en libre service sur ma chaîne Twitch, donc ça c'est bon, avant d'être en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Je la mets dès que possible, vous inquiétez pas. Là, je suis en train de rattraper les anciens trucs. Oh d'ailleurs, j'ai pas mis, merde. Je vais la poster maintenant, c'est pas grave. Il y a un épisode qui devait sortir aujourd'hui de Runed King, le dernier épisode de Runed King, je vais le sortir maintenant. Je l'ai pas posté encore. Je vais le faire avant le live, mais j'ai complètement oublié. Bref. Et du coup, j'ai beaucoup parlé, j'ai soif, j'ai faim, il est 20h, j'ai toujours pas fait à manger. Je vais vous laisser là, les amis. Je vais vous laisser là. Je me suis beaucoup amusé, d'autant plus parce que vous étiez là. Et franchement, enfin, c'est juste merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je suis content en fait quand je travaille une vulga, qu'il y ait des gens qui soient intéressés, tout simplement. C'est con, mais c'est un peu quitte à travailler, c'est cool d'avoir des retours et que ça vous a intéressé surtout. Et que même si je pense que c'était brouillon, c'est le but de s'améliorer aussi dans la parole, etc. etc. N'hésitez pas à me donner, d'ailleurs, que ce soit par Discord ou n'importe où sur le chat,
des petits tips, me dire tiens, ça, peut-être fais-le comme ça, ce sera plus clair. Comme ça, on s'améliore et tout est bon, quoi. Comme ça, tout est bon. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous laisser sur une musique comme d'hab. On va peut-être faire un raid. Je vais regarder s'il y a des gens qui sont prêts à être raidés. Je trouve ça très clair. Bah, c'est gentil alors. Ça va alors. Parce qu'en fait, comme en plus, il n'y a pas beaucoup de choses à dire des fois, parce que là, c'est vrai que là, on a beaucoup brodé, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On peut très bien résumer très très vite. Mais justement, c'est l'occasion de discuter, quand vous posez des questions, de divaguer, de poser et du coup, de poser d'autres bases que vous n'avez pas forcément, pour que vous puissiez vous raccrocher à ce que je suis en train de dire. C'est ce qui s'est passé avec Dieudonné, etc. Donc, comme musique, je vais vous mettre une musique de l'outro parce qu'on était dessus. Et je vais vous mettre le thème du Rohan parce que ça passe bien. Ça passe bien. Ça passe très très bien. On va se laisser, les amis. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Ça m'a fait extrêmement plaisir, encore une fois. C'est assez étonnant que ce soit ces lives sur Tolkien qui nous rapprochent le plus. À la fois, c'est là où je suis le plus content, du coup. Que ce soit sur l'outro avant ou après. Hein. Vraiment, c'était trop bien. C'était vraiment trop, trop cool. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vous laisse avec la musique. Je vous dis à samedi pour du Baldur's Gate samedi après-midi. Et dimanche pour du Star Wars Outlaws. Ciao tout le monde. Merci. Bon appétit à tous. Ciao tout le monde. Et restez pour le reste.